Je recommence parce que j'ai oublié de me démute, voilà. Je disais bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ok, j'ai cru que c'était comment ça s'appelle, mon Stream Deck qui déconnait, mais non, c'est bon. Donc ouais, je disais, ravi de vous retrouver, rebonjour si jamais on s'est vu ce matin, sinon bonsoir. Donc ravi de vous retrouver pour ce nouveau F1 React qui va être dédié à ce Grand Prix de Singapour particulièrement animé, dont on ne connaît toujours pas de façon certaine le vainqueur. Hein. Je regarderai régulièrement si jamais l'information drop d'ici, enfin durant le live quand même, parce que pour l'instant, ils n'ont pas rendu officiel encore les résultats de l'investigation sur Pérez, même si apparemment ce dernier est sorti de la cabine des commissaires de la FIA qu'il a vu en déclarant être plutôt confiant à ce niveau-là. Est-ce que c'est du bluff pour temporiser un peu? On ne sait pas encore. Moi personnellement, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de revoir pour quelles raisons d'ailleurs exactement il est mis en cause. Bon, c'est pour cette histoire de distance mise avec ses adversaires sous safety car. J'ai pas l'impression qu'il est temps. Merde, mon micro qui se barre, excusez-moi. J'ai pas l'impression qu'il est tant enfreint les règles que ça. J'ai vu largement pire de la part d'autres pilotes que je ne nommerai pas par le passé. Mais de toute façon, voilà, on verra bien ce qu'il en est. Il y a plusieurs sujets sur lesquels je veux revenir sur ce Grand Prix, évidemment, comme vous le savez. À chaque fois, j'essaie de faire un bilan global de ce qui s'est passé, un petit résumé un peu du Grand Prix, une espèce d'analyse relativement en plus à chaud aujourd'hui qu'à froid. Ensuite, le débat de ce Grand Prix, le débat en question pour moi, c'est vraiment centré sur les décisions de la FIA qui sont toujours trop lentes. Sont-elles trop lentes? Sont-elles prises au mauvais moment? Sont-elles prises hors de propos? Je sais pas trop ce qu'il en est, mais je suis à ce niveau-là toujours un peu sceptique. Le coup de cœur de ce Grand Prix, c'est un coup de cœur vraiment pour le Grand Prix de Singapour, pour le retour du circuit de Marina Bay au calendrier. Ça fait hyper plaisir, ce Grand Prix était très satisfaisant à regarder et vraiment j'ai l'impression que Marina Bay c'est vraiment un peu devenu ce qu'on attend de Monaco et qu'on n'a plus vraiment à Monaco, mais les Grands Prix à Marina Bay ont quand même tendance à ressembler beaucoup à ce qu'on voyait à Monaco à l'époque où les Grands Prix de Monaco étaient de qualité. Évidemment je ferai aussi un petit tour d'horizon des prestations de tous les pilotes et les écuries qui ont donc participé à ce Grand Prix de Singapour. Grand Prix quand même marqué par 6 abandons, on a même pensé qu'il y en aurait un 7ème avec Russell, quand on l'a vu rentrer au stand en fin de course, on a pensé que c'était pour abandonner. Non, c'était pour chipper un point littéralement à Pérez, enfin même pas lui chipper en fait, l'empêcher de prendre un point en plus, et pour aller récupérer ce meilleur tour qui est symbolique, et qui poursuit une stat très rigolote, c'est que ça fait 3 Grands Prix de suite de Singapour que le meilleur tour est arraché par un pilote qui finit dans les 2 derniers et qui est hors des points. C'est rigolo. Donc ouais, ce Grand Prix de Singapour, donc déjà on va s'assurer on va quand même checker son classement. Alors, classement peut-être provisoire, hein. Donc victoire de Pérez qui est une victoire globalement assez méritée dans le sens où on a vu une fois de plus que c'est un pilote qui excelle dans les rues. C'est vraiment un pilote qui est sur les circuits urbains est très à son aise. On sait qu'il a toujours particulièrement brillé à Bakou et à Monaco où il a eu de nombreux podiums. On l'avait jamais trop vu encore briller à Singapour, mais pour le coup je trouve qu'il a vraiment été excellent. D'ailleurs je me rends compte au passage que je suis désolé, comme j'étais mute, j'ai complètement zappé de dire bonsoir aux gens, donc bonsoir Koro Sensei, bonsoir Wasabi, bonsoir Miku bien sûr, bonsoir Dinos, bonsoir John, et puis bonsoir à toutes les autres personnes qui ne se sont pas forcément encore manifestées sur le chat. Donc ouais, je disais, Pérez, donc vraiment le roi de la ville, hein. J'ai fait ma petite stat perso à la con, parce que vous savez que j'aime les stats à la con. Pérez est à 4 victoires en F1, et c'est simple, il n'a toujours pas gagné un Grand Prix sur un circuit normal de jour. C'est-à-dire que Pérez, c'est 4 victoires en F1, c'est Bahreïn sur un circuit classique mais de nuit. Enfin, c'était le Grand Prix de Sakir, le Grand Prix exceptionnel sur le circuit très court. C'est les Grands Prix à Bakou et à Monaco, qui sont de jour mais qui sont des Grands Prix urbains. Et là, il nous a fait la totale, c'est-à-dire qu'il nous a montré que il aimait soit briller de nuit, soit briller en ville. Et il a gagné évidemment au seul circuit en ville nocturne qui est évidemment le Grand Prix de Singapour. Pérez, on le sait, c'est un pilote très solide, c'est un pilote qui gère très bien la pression, qui gère très bien ses pneus. Lorsqu'il n'y a pas lieu de défendre agressivement, en plus, il ne nous montre pas forcément de mauvais moves. Il y a juste ce comportement sous safety car qui a été un petit peu douteux effectivement, sur lequel on reviendra éventuellement. Les 2 pilotes Ferrari qui sont donc derrière, premier podium avec 2 pilotes Ferrari depuis le Grand Prix de Miami. C'était il y a très longtemps, Miami, je crois que c'était en avril ou peut-être début mai, je ne sais plus.
mais Miami c'était l'époque où vraiment il y avait une lutte acharnée entre Red Bull et Ferrari, entre Verstappen et Leclerc, et à l'époque c'était cette époque où on pensait que Ferrari vraiment jouerait le titre jusqu'au bout. On est clairement sur une configuration sur ce Grand Prix similaire à ce qu'on attendait en fait sur les 7-8 derniers Grands Prix où vraiment Ferrari quasiment tout le temps passait au travers. Clairement, si toute la saison s'était passée comme elle s'est passée sur ce Grand Prix, Leclerc et Ferrari seraient toujours en lutte pour le titre. Les très très beaux tirs groupés des deux McLaren, vraiment surprenants, qui du coup repassent devant Alpine, ça c'est quand même la grosse sensation de ce week-end. Pour moi, c'est peut-être même le plus gros événement en fait en termes de classement du week-end. Les très belles paires des Aston Martin aussi. Verstappen qui limite la casse entre guillemets. De toute façon, quand je ferai mon bilan pilote par pilote, je reviendrai un peu plus longuement sur le cas de Verstappen, qui pour moi a livré une de ses courses les plus galères depuis longtemps, parce qu'il était pas sous-performant à Verstappen, mais en fait, à chaque fois qu'il commençait potentiellement à retrouver de la perf ou à espérer quelque chose, il lui arrivait une merde. C'est clairement un de ces grands prix où il n'a pas été chanceux du tout, mais bon, il part vite, il finit 7 dans une course où il aurait clairement pu espérer finir 4 ou 5, hein, mais voilà, c'est sa seule erreur de pilotage, on a décidé autrement. Donc les belles perfs aussi de Aston Martin, ça fait plaisir. Hamilton 9ème pour le coup, c'est vraiment, je pense, la grosse déception de cette course. Enfin, en vrai, la vraie déception pour moi, c'est Carlos Sainz en termes de niveau de performance qui était absolument mais nulle part et qui m'a beaucoup déçu dans ce Grand Prix. Hamilton, je ne l'ai pas trouvé décevant du tout, sauf que il a commis 2 erreurs de pilotage qui ne sont pas de son style. Est-ce que c'était l'énervement, est-ce que c'était l'impatience, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que du coup il finit à une place assez anonyme, et j'ai vu des gens sur Twitter dire que c'était le plus mauvais week-end de Mercedes de la saison. D'un point de vue comptable, c'est vrai, c'est le plus mauvais week-end de Mercedes de la saison, puisque les 2 seules fois où Russell n'a pas marqué des points, c'était en Grande-Bretagne et aujourd'hui, sauf en Grande-Bretagne, Hamilton avait fini 3ème. Là, Russell finissait toujours entre 2ème et 5ème. Là, pour le coup, Mercedes marque très 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 peu de points. Il ne marque que 2 points sur un week-end où, certes, on ne s'attendait pas à des miracles de leur part, mais il y avait quand même moyen de mettre les 2 voitures probablement dans le top 6. Et là, vraiment, il y a un gros loupé de ce côté. Peut-être que les dernières chances de Mercedes de lutter avec Ferrari pour la 2ème place au général se sont envolées, parce que pour le coup Ferrari depuis quelques Grands Prix reprend l'ascendant quand même sur Mercedes, après que Mercedes ait bien menacé Ferrari à un moment quand même pour cette 2ème place durant l'été. Gasly qui inscrit un point, encore un point pour Gasly. En vrai c'est pas mal, hein, parce que sur cette saison, je vais vérifier quand même le classement, le classement global de la saison, mais il me semble que Gasly est sur une jolie série d'arrivées dans les points. Ouais, c'est ça en fait, alors déjà, sur ces 6 derniers Grands Prix, il est toujours dans le top 12, et surtout, ces 4 derniers Grands Prix, il fait 9, 11, 8, 10, donc vraiment, clairement, c'est en dessous de la saison précédente, ça c'est sûr et certain, mais ça a le mérite d'être solide, ça a le mérite d'être... il est quand même plus au rendez-vous qu'il l'était pendant les semaines qui ont précédé, où vraiment AlphaTauri était très en galère. Gasly qui, clairement, comme tu le dis, Rodian, n'est pas bien payé. Hein. Bonjour à toi, bonjour Nuzuka aussi. Mais ouais, Hamilton, assez rare de faire ce genre d'erreur, surtout dans la même course. La dernière fois qu'Hamilton a fait 2 erreurs de pilotage dans la même course, je sais pas quand c'était, mais ça doit vraiment dater. Mais ouais, le timing du pit stop de Gasly était mauvais, c'est clair. On a pensé que c'était le bon call, et en fait, non, pas du tout. Bottas qui trouve le moyen, une fois de plus, de rater des points qui auraient dû être à sa portée. Je me souviens qu'il y a eu un Grand Prix, pareil, où il a fini 11 récemment, c'était lequel, je sais plus, je vais vérifier. Valtteri Bottas, il a fini 11... Ah non, c'était en Autriche, c'est le Grand Prix où il s'est passé par Alonso à la fin. Ah, c'était plus... Il y a plus longtemps que je pensais. Mais mon Bottas qui, après plusieurs Grands Prix quand même assez anonymes, je rappelle qu'après son excellent début de saison jusqu'au Canada où il fait 7ème, il y a cette 11e place en Autriche qui est une espèce de dernier espoir, entre guillemets, et après c'est 3 abandons, et 13ème en Italie, assez anonyme, hein, pour le coup. Là, il était un peu dans le coup, mais il était dans le coup pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons, hein, faut dire ce qui est. Les 2 As qui, malheureusement pour elle, du coup, ne finissent pas dans les points une fois de plus. Et Russell qui a fait la course la plus bizarre de tout ce Grand Prix. 4 arrêts, beaucoup de tentatives. Le premier a chaussé des pneus slick pour voir un peu ce que ça donne. Ça a mis beaucoup de temps à rentrer en performance. Le moment où ça commence à marcher, là, c'est là où tout le monde se dit « Ok, c'est le moment, on y va ». Donc merci à lui quand même d'avoir pris ce risque, parce que sinon, qui l'aurait pris et au bout de combien de temps on se serait décidé à passer en slick, on se le demande. Et Russell, clairement, son
son fait d'arme principal, c'est d'avoir été shippé de façon un peu bizarre, finalement, ce dernier, ce record du tour à la fin. Alors Russell, effectivement, qui s'est un peu emporté sur Mick Schumacher, c'était un peu dommage. On a vu beaucoup de pilotes se plaindre d'un peu tout et n'importe quoi dans ce Grand Prix, je trouve. Maintenant, on a tendance un peu à toujours minimiser quelque chose, c'est que les pilotes de F1, déjà, bon, il y a toujours cette adrénaline qui parle beaucoup, qui les fait souvent réagir un peu à chaud et à dire des trucs qu'ils devraient peut-être pas forcément dire en live. Il y a aussi un autre truc aussi qui est à prendre en ligne de compte quand même, je trouve, c'est que c'est un Grand Prix qui est probablement le plus éprouvant physiquement de la saison. Je pense que en plus de l'adrénaline et des réactions à chaud, il va y avoir la fatigue qui joue et qui ne doit certainement pas aider la capacité de leur jugement et de leur réaction. C'est pas pour les défendre, hein, bien sûr, mais je serais pas surpris que sur un circuit plus relax entre guillemets pour eux, ils soient peut-être un peu plus calmes, peut-être parce que je pense qu'ils doivent être quand même extrêmement stressés à ce niveau-là. Mais ouais. Si tu regardes les derniers points de Haas, Alpha et de Tsunoda, ça sonne creux depuis quelques temps. Ah ouais, non, clairement, clairement Tsunoda, de toute façon, ça fait une qualité qu'il n'a pas marqué de points. Tsunoda, je suis très surpris vraiment que AlphaTauri est prolongé pour 2023. Je pense que c'est une espèce de façon d'admettre à demi-mot que leur académie est un peu flinguée en ce moment, en dehors des pilotes F3, mais qui sont trop jeunes pour faire le grand saut directement. Tsunoda, pour rappel, hein, sa dernière entrée dans les points, c'est une 10e place en Espagne. C'est-à-dire que Tsunoda a marqué des points sur 3 des 6 premiers Grands Prix de la saison. C'était très honnête, 3 entrées dans les points, donc un Grand Prix sur 2, 8e, 7e, 10e, c'était vraiment bien. C'était même mieux que Gasly en début de saison, il était meilleur que Gasly. Et puis là, vraiment, pour le coup, non, ça va pas du tout. Hein, ça va pas du tout Tsunoda, et je vous dis, je suis extrêmement surpris. Leclerc était certainement HS, hein, vraiment, vraiment. Donc voilà. Et puis, bah, pas mal d'abandon. Bon, Tsunoda vraiment sortie de piste, comment dire, un peu stupide, qui ressemble un peu à celle qu'il a faite au Canada, sauf que là c'est pas la sortie des stands, mais Tsunoda c'est le premier en fait à ne pas avoir bien géré les pneus secs une fois qu'il les a chaussés. Zhou Guanyu et Latifi, bon bah cet accrochage est un peu ridicule. Pour le coup, Latifi, je pense qu'on a vu clairement que il a compris voilà, que son rêve d'être pilote de F1 était en train de toucher à sa fin, et forcément je pense qu'il y a un peu de frustration qui paye. Je n'excuse pas Latifi parce que son move sur Joe est un peu nul à chier, mais je pense que c'est pas une question d'incompétence ou quoi, c'est juste que il est malheureusement, je pense, encore plus déconnecté qu'il l'était avant, et ce qui est un peu problématique, c'est que je m'attends à ce que notre ami Latifi soit un peu dangereux sur les dernières courses de la saison, qu'il fasse peut-être des écarts de conduite par frustration qui soient évitables. Il serait temps en fait que Williams annonce son pilote pour la prochaine saison, et si c'est pas un pilote qui est déjà dans le plateau comme Ricciardo par exemple ou Mick Schumacher, peut-être qu'ils mettent fin prématurément au contrat de Latifi, quitte à lui payer ses derniers cachets, et que ils mettent le pilote 2023 dans la voiture pour les derniers Grands Prix, histoire de s'habituer déjà un peu à la voiture, à l'environnement, surtout si c'est un rookie, pour le coup. Parce que vraiment, pour le coup, Latifi, là, est en train de faire nous a fait une stroll, et je trouve que c'était vraiment pas joli. Et puis les deux Alpines, très grosse déception, le crève-cœur énorme d'Alonso au moment où il abandonne, surtout que vraiment, je pense qu'Alonso pouvait aller chercher encore un top 5 sans aucun problème. Il était à peu près dans le rythme de Norris plus ou moins. Norris fait une P4, il est même pas loin d'aller chercher le podium au moment où Sainz a l'air de s'endormir complètement. Vraiment pour le coup c'est très très dommage. Alonso avait l'air marqué d'ailleurs, hein, quand on l'a vu derrière le grillage, on sent qu'il avait une espèce de seum. Alpine vraiment pour moi est la 4ème force du plateau cette saison, mais ils ont des problèmes de fiabilité qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui là vraiment commencent à se réveiller un peu depuis quelques temps, c'est pas ouf. On va regarder un peu le classement, le classement de la saison. On voit que vraiment Alpine, il y avait une superbe courbe. Regardez les deux Alpines qui sont ici, hein. Là pour le coup Norris vient à mon avis d'assurer définitivement sa 7ème place au général, qui était beaucoup menacée, hein, vraiment depuis quelques week-ends par Ocon et Alonso. Avec les 6 points marqués en Italie, il avait repris un peu d'air. Là il met 12 points, il vient de mettre un 18-0 à Ocon et à Alonso en l'espace de 2 Grands Prix. Je pense que Norris est tranquille 7ème, ça va être compliqué à moins vraiment que les Alpines arrivent à nous refaire une belle perf de groupe comme ce qu'on a vu là à Singapour du côté de McLaren, et que vraiment le problème de Norris c'est que vous voyez il y a très peu de Grands Prix qui ne finit pas, il est quasiment toujours dans les points, il marque, et puis bon il fait pas des 8e ou 9e places, Norris il est vraiment toujours dans le coup. Norris n'est pas spectaculaire,
Mais Norris est efficace, il est propre, il est régulier, c'est vraiment un très bon pilote. Pour moi, il est en dessous en termes de panache d'un George Russell, mais ça reste quand même un excellent pilote, et vraiment pour le coup McLaren a raison de parier sur lui sur l'avenir, parce qu'il va chercher toujours ses gros points quasiment tous les week-ends. Mais du coup, voilà, grosse fin de cycle clairement pour les deux pilotes alpines. On voit Ocon et Alonso, bon, ils seront rattrapés par personne derrière. Hein. Bonsoir Noob, bonsoir Nepka. Parce que, de toute façon, Bottas, encore une fois, est-ce que Bottas peut se faire rattraper par quelqu'un? Alors oui, peut-être par un hypothétique Ricciardo, s'il trouve le moyen d'avoir 2 week-ends miraculeux encore comme il a eu là, parce que Ricciardo, pour le coup, ça fait méga plaisir de le revoir à cette position. Ricciardo, je suis désolé de le voir finir top 5, ça me fait ultra plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tous les gens qui aiment la Formule 1 de voir Ricciardo faire une 5e place lors de cette saison 2022 où vraiment on avait l'impression qu'il allait jamais faire mieux que 8e ou 9e peut-être sur un Grand Prix un peu animé, ou alors où la voiture était vraiment dans le rythme. Il est très loin quand même, on va revoir le classement général du Grand Prix, voilà, il est très loin de... Regardez, il a... Ah oui, je peux mettre ça à la surveillance. Il est à 32 secondes de Norris, c'est énorme. Faut pas oublier qu'il y a un safety car qui est relancé à, je sais pas, peut-être 15 tours de la fin, un truc comme ça. Il se fait mettre une branlée monumentale par Lando Norris sur ce Grand Prix, mais au moins il a réussi quand même à maintenir son rang. Ricciardo, vu sa saison, ça m'aurait pas du tout surpris qu'il se fasse doubler par les deux Aston Martin et Verstappen en fin de course. Finalement, il a tenu son rang, il a tenu cette 5e place, il rapporte 10 très gros points dont clairement McLaren a besoin, parce que si on regarde le classement général, et là c'est très important, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on... Non, j'ai dit dézoomer. Voilà, c'est très important pour le classement général des constructeurs. Ah oui, en fait mon zoom était pas le bon. Ah putain, mais je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux rezoomer une fois s'il vous plaît? Voilà, on va y arriver. On voit qu'Alpine s'est fait repasser par McLaren, dont les 2 derniers week-ends sont vraiment très bons. McLaren sort en fait de 3 week-ends vraiment très moyens, pour ne pas dire médiocres, avec juste les 2 7e places de Norris sur 3 Grands Prix et Ricciardo complètement hors du coup. Là, pour le coup, ils ont marqué des très gros points. Ils plantent 22 points d'un coup. 22 points, c'est plus que ce qu'a marqué Leclerc, c'est plus que ce qu'a marqué Sainz. 22 points, c'est vraiment gros. C'est un très belle moisson. C'est, je crois, le meilleur total de points que McLaren a marqué cette saison sur un seul Grand Prix. J'ai quand même un petit doute sur ce Grand Prix là, parce que effectivement, en Émilie-Romagne, il doit y avoir 3 points pour Ricciardo sur la course sprint, et peut-être 5 points du coup pour Norris là, donc ça faisait 23. Donc si, ils ont marqué 1 point de moins qu'en Émilie-Romagne, mais je trouve que le bilan comptable de ce Grand Prix est bien meilleur pour McLaren qu'en Émilie-Romagne, où Ricciardo, forcément, a son accrochage avec Sainz au premier tour, ce qui le plombe un petit peu complètement, hein, malheureusement. Là, pour le coup, on a vraiment une belle perf d'ensemble. Certes, très valorisé par les événements en course qui jouent beaucoup. C'est évident que ce résultat d'ensemble pour McLaren, il est dû surtout aux circonstances de course, parce que autant Norris était parti pour faire un top 5 assez legit, je pense, il a été vraiment dans le rythme, il faisait une très belle course, autant Ricciardo, on va être honnête, à la régulière jamais il faisait 5e, et j'ai même envie de dire à la régulière c'est même pas sûr qu'il allait faire mieux qu'il allait rentrer dans les points. Donc en tout cas, il repasse de 4 points devant Alpine. Évidemment, c'est pas joué, hein. Il y a encore 5 Grands Prix. McLaren a le temps de refaire une disaster class comme en Belgique, comme au Canada. Mais pour le coup, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Pour ce qui est d'Alpine, par contre, voilà, c'est la catastrophe. Puis bon, derrière, ça bougera pas des masses, même si on a le très gros coup d'Aston Martin. Faut pas oublier, Aston Martin a réussi à marquer 12 points sur ce Grand Prix, donc ils étaient à 25 avant ce Grand Prix, et je vous avais dit plusieurs fois, Aston Martin, j'ai du mal à les voir passer AlphaTauri et As, parce qu'ils font très peu de résultats dans les points qui ressemblent à autre chose que des 9e ou 10e places. Donc en grappillant course par course, ça va être compliqué. Et ben non, ils ont fait un très beau résultat d'ensemble, qui est le même que celui que As avait réussi à faire en Autriche, 6e et 8e. Ça a même failli à 6 et 7, hein. Franchement, Verstappen se fait doubler Verstappen double Vettel dans le dernier tour. Meilleure prestation d'Aston Martin cette saison, alors qu'ils étaient nulle part en qualif, vraiment. Aston Martin, il me semble qu'ils sont tous les deux éliminés en... Non, Stroll, attendez, non, je vous dis une connerie, je vous dis une grosse connerie. Les deux Aston Martin étaient en Q2. Mais voilà, éventuellement faire 9 et 10, pourquoi pas, ou alors qu'il y en ait une dans les points, bon, c'était pas inenvisageable. Avoir les deux comme ça, avoir en plus un bon rythme de course, c'était assez inattendu en vrai.
Quand on voit que finalement à Bakou, sur un autre circuit urbain, Vettel avait fait 6ème, c'est peut-être pas si improbable que ça, mais voilà, c'est un beau résultat d'ensemble et ça fait du bien à l'équipe, qui du coup passe de sa 9ème à une 7ème place. S'ils reproduisent encore quelques coups d'éclat comme ça d'ici la fin de la saison, ils peuvent peut-être même aller chercher la 6ème place d'Alfa Romeo finalement, qui est en roue libre depuis de longs week-ends et n'a pas réussi en plus à concrétiser la possibilité de marquer des points dans un Grand Prix qui pour le coup était quand même à la portée de Bottas à ce niveau-là. Bottas avait vraiment des points à aller chercher, il ne l'a pas fait malheureusement. Donc voilà. Je regarde juste s'il n'y a pas eu de nouveau, mais je pense que vous me l'auriez dit hein, de toute façon s'il y avait eu des nouveautés du côté de. Mais je vois pas de décision affichée par qui que ce soit. Mais en tout cas, voilà, ce qui est problématique, et donc c'est l'objet de ce petit débat que je veux tenir avec vous, c'est que les décisions de la FIA, on a déjà critiqué la semaine dernière, je sais pas en fait s'il va se passer un week-end sans qu'on ait des grosses critiques sur les décisions de la FIA. Le week-end dernier, on a passé beaucoup de temps à analyser le safety car sorti beaucoup trop tard pour l'abandon de Ricciardo à Monza, et le fait que du coup ça a amené la course à se terminer sous safety car, et du coup nous priver peut-être d'une fin de course extrêmement intéressante si elle avait été relancée 2-3 tours avant. Effectivement, comme tu dis Tom Dare, on disait avant que c'était Michael Masi ou c'est la FIA. Ce qui est très bizarre, c'est que cette année on a l'impression que les décisions sont très longues à être prises, sont très tardives. Ils veulent peut-être éviter la précipitation de la décision de relancer la course comme on a eu à Abu Dhabi l'année dernière. Mais je trouve qu'il y a certainement un juste milieu entre prendre des décisions extrêmement hâtives et qui sont peut-être effectivement pas les bonnes, et prendre des décisions très lentes, très tardives, qui du coup ne sont pas les bonnes non plus. Le lancement déjà de cette course, bon finalement, ça n'a pas eu de conséquences problématiques, mais ça rappelle beaucoup l'histoire de Monaco, où on a quand même eu une course, on a mis 10 plombs à lancer alors qu'il risquait de repleuvoir. Bon finalement il n'a pas replu, mais on a bien vu que les voitures pouvaient rouler. J'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes. À quoi servent ces pneus pluie si finalement on ne les utilise jamais et qu'on attend que la piste est suffisamment séchée pour partir en intermédiaire? Ces pneus pluie, ils peuvent être utilisés. Cette course aurait pu démarrer sur des pneus pluie. Hamilton, c'est ce qu'il voulait d'ailleurs au début. Bon, je pense qu'en fait, il a râlé sur le fait qu'on les fait démarrer en intermédiaire, mais je pense qu'en vrai, pneus pluie, ça aurait été catastrophique, hein, vu la tenue des intermédiaires sur la trentaine de tours sur laquelle ils ont utilisé. Je pense que ce n'était pas nécessaire, même quarantaine de tours d'ailleurs, c'était pas fondamentalement nécessaire de passer de démarrer en pneus pluie. Mais voilà, cette course, à 13h heure locale, on annonce que on va retarder une demi-heure, et puis on décide finalement d'attendre encore un quart d'heure, alors qu'il a arrêté de pleuvoir et que la piste est complètement praticable. Les pneus pluie en F1, ils sont là, les pneus donc pour forte pluie, ils sont là pour des conditions de course où il pleut pendant qu'on conduit et où il pleut quand même suffisamment bien, ou alors au cas où il s'est arrêté de pleuvoir mais où la piste est complètement trempée et où des intermédiaires ne suffisent pas. Alors, peut-être pas sur un circuit urbain, c'est possible. Maintenant, ce qui m'a un peu ennuyé dans cette histoire, c'est que le circuit de Marina Bay est un circuit très lent. On l'a vu avec je vous remontre quand même parce que je trouve que c'est assez parlant. Quand on regarde le doc officiel de la FIA, on voit la vitesse moyenne des pilotes, elle est très faible. La vitesse moyenne du vainqueur est de 146 km/h. Ça fait partie des grands prix vraiment les plus lents de l'histoire de la F1 à ce niveau-là. On a parcouru pas l'intégralité des tours prévus, on devait faire 61 tours, je sais même pas par quel miracle ils ont réussi à en faire 59, honnêtement. Avec les deux safety cars et les virtual safety cars et le fait qu'on a démarré sur une piste qui était quand même très mouillée, je suis surpris qu'on ait réussi à faire pratiquement la totalité de la course qui était initialement prévue. Et comment ça s'appelle, je me rends compte d'un truc d'ailleurs qui est quand même très bizarre, c'est que Pérez a gagné en 2h02 et 15 minutes, alors qu'à la fin de course, il roulait en 1 minute 50. Ils sont pas censés... Ah oui, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire, ils sont pas censés s'arrêter au bout de 2 heures, mais c'est vrai qu'en fait, une fois que le cap des 2 heures a été franchi, ils doivent encore faire un tour après. Donc non, j'allais dire une ânerie. Mais ouais, donc 146 km/h, c'est extrêmement lent pour le coup. Et comment ça s'appelle, c'est un Grand Prix c'est un circuit qui n'est pas dangereux en soi, Marina Bay. Il y a très peu d'endroits où des accidents graves peuvent se produire.
Les seuls accidents graves éventuellement, c'est peut-être au bout des 3 seules lignes droites qu'il y a, qui sont globalement quand même pas très longues, où la vitesse maximale atteinte n'est pas élevée. Je suis pas sûr que beaucoup de pilotes aient été plus loin de 300 km/h à un moment dans ce Grand Prix. C'est pas Spa, quoi. C'est-à-dire qu'à Spa, je comprends que l'année dernière, le déluge était tel qu'ils aient pas voulu lancer la course et qu'on ait eu ce sketch total. Mais là, en vrai, cette course, on pouvait la lancer. Dans le pire des cas, les premiers tours, on les faisait sous safety car. Les pilotes disaient, bah voilà, c'est bon, on peut démarrer ou pas. Faut pas oublier qu'un événement, un Grand Prix de F1 est censé se tenir sur une durée de 4 heures maximum, en incluant bien sûr les interruptions. Ils pouvaient très bien donner le départ à 14 heures dans les conditions détrempées qu'on savait, se rendre compte au bout de 3-4 tours sous safety car que c'était impraticable, mettre un drapeau rouge, le chrono continue de tourner, et quand on voit que la pluie s'est arrêtée et que ça commence à sécher, là on tente une procédure de départ. Mais la FIA est beaucoup trop frileuse et beaucoup trop prudente, comme vous l'avez dit dans le chat, et il y a un autre cas sur lequel je les ai trouvés beaucoup trop prudents, c'est effectivement, comme le dit Onizuka, c'est sur l'histoire du DRS. Le DRS a été autorisé extrêmement tardivement. Le DRS en F1, je crois que les règles comment dire, qui le bloque, c'est soit que la piste est déclarée trop humide pour pouvoir l'autoriser, ou alors qu'on vient de reprendre après une safety car ou un départ. Et que dans ce cas, le DRS n'est autorisé qu'au bout de 3 tours, le temps que suffisamment d'écart se fasse entre les pilotes pour éviter que tout le monde soit en DRS et que ce soit un bordel sans nom. Mais pour le cas de ce Grand Prix, le DRS, ils ont mis 10 plombes à le sortir. J'ai vraiment cette sensation qu'ils ont attendu en fait que tout le monde soit en pneus slick pour que ça signifie que le DRS était effectivement sortable. Alors que en vrai, on voyait bien qu'ils avaient tendance, avec leurs pneus intermédiaires qui avaient 40 tours, à conduire sur des pneus qui étaient presque devenus des pneus slick à force. Donc pour le coup, la FIA très très frileuse. C'est pas la première fois. On l'a vu à Monaco cette année, c'était exactement la même chose. À Monaco, le départ a été immensément retardé. On a bien vu que c'était pas forcément une bonne idée. Maintenant, une raison, et là par contre, c'est un des rares cas où je pense qu'effectivement la FIA n'a pas forcément eu tort, c'est que il n'y a pas cette question de va falloir démarrer un moment parce que sinon il va faire nuit. Le Grand Prix de Singapour se tient de nuit, il est prévu pour être de nuit, donc peu importe quand on le démarre, j'ai envie de dire, il fait nuit, s'il doit démarrer 3 heures après, c'est pas grave en soi. Mais c'est comment dire, un peu quand même dommage de laisser autant de temps, surtout quand en plus la pluie s'arrête, quoi. Le moment où la pluie s'arrête, pourquoi attendre encore une demi-heure avant de lancer cette procédure de départ? Parce que cette procédure de départ, concrètement, procédure de départ, déjà la procédure de mise en grille, c'est quand même quelque chose qui, à 13h, est censé être quasi prêt. Donc il n'y a aucune raison que on décide de le retarder autant et que finalement on se tourne les pouces, qu'on ne sait pas ce qui se passe et que finalement il y ait ce risque qu'il se remette à y avoir un déluge comme ce qu'on a eu à Monaco cette année où il s'est remis à pleuvoir au moment où ils se sont dit allez on va enfin partir et finalement ça a été un bordel sans nom. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je regarde, il n'y a toujours pas de news, écoutez à ce niveau-là, bon, hein. Je viens de voir un tweet du pitstop qui dit 3h du mat à Singapour, imagine tu vas avoir un événement sportif, quand tu rentres chez toi tu peux pas dire à ta famille qui a gagné. C'est vrai que c'est quand même hyper long, hein. C'est quand même hyper long de ne toujours pas avoir de décision, je trouve ça vraiment suspect pour le coup. Je me dis que si c'était clair et net, ils auraient dit depuis longtemps, bah non c'est bon, voilà. Je pense qu'il doit quand même y avoir un gros débat au sein de la FIA à ce niveau-là. Pour l'appui, il y a le syndrome Bianchi, ça c'est sûr et certain, mais par contre, et ça m'agacera toujours, c'est que je trouve qu'on met beaucoup trop sous la responsabilité de la pluie, des conditions climatiques, l'accident fatal de Jules Bianchi, enfin l'accident dont il est décédé des suites de ses blessures, parce que il n'est pas mort sur le coup, mais bon, malheureusement c'est tout comme. Hein. Certes, il y avait de la pluie et la piste était impraticable et on aurait dû être au moins sous safety car à ce moment-là, mais les raisons pour lesquelles il y a eu cet accident, c'est surtout que les pilotes n'auraient pas dû être juste sous un régime de drapeau jaune simple, et puis bon bah cette grue n'aurait pas dû être là, ou alors elle aurait dû être là uniquement une fois qu'il y avait un safety car. Évidemment, c'est sûr que si on est sous piste sèche, à ce moment-là, Bianchi ne sort jamais de la piste, mais c'est une combinaison de facteurs qui fait que Bianchi a eu son accident. La pluie n'est pas la seule, et la FIA a tendance à un peu trop flipper de la pluie, alors qu'il y a des fois, il y a des circonstances qui sont tout aussi problématiques, et sur lesquelles il faudrait, franchement, moi aussi, Nizuka, j'ai vu juste Pérez qui sortait des commissaires et qui avait l'air d'être confiant.
mais je n'ai pas vu la moindre déclaration officielle de la FIA, ni du compte Twitter de la F1. Non, pour l'instant, je vois rien. Je trouve ça... C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le tweet, le dernier tweet de la F1 qui explique... Alors, je vais pas vous le montrer parce que j'ai failli me faire strike la dernière fois en montrant une vidéo du compte Twitter F1. Il y a une vidéo donc d'un des gars qui fait le Tech Talk, que je crois, sur la chaîne YouTube F1, qui explique pourquoi l'incident est sous investigation. C'est un tweet qui date... C'est important quand même de le préciser. Ce tweet officiel du compte Formula One date de 18h16. Il y a donc 1h20 et on n'a pas eu de communication depuis de la part du compte Twitter officiel de la F1. Et c'est quand même ce compte Twitter là qui pour moi fait foi. Et celui de la FIA aussi. Et il n'y a pas non plus de nouveaux tweets de la FIA. Hein. J'ai regardé. La FIA, ils ont confirmé le classement du Grand Prix. Et en plus, ils mettent, c'est important, ils mettent Provisional Classification. C'est très très important, hein. Si vous regardez bien ce document, c'est expressément indiqué classement provisoire après 59 tours. Il n'est pas indiqué que c'est le classement définitif et entériné. Et la FIA n'a pas communiqué depuis non plus. C'est pour ça que pour moi, ce classement n'est pas encore officiel. La victoire de Pérez, pour moi, reste à confirmer. Maintenant, il faut voir effectivement le niveau d'infraction qu'il y a. Moi, je vous dis en live, la seule chose que j'ai vue de comment il s'appelle, la seule attitude que j'ai vue de Pérez, que j'ai trouvé suspecte, mais que je comprends, parce que c'est pas le premier pilote à faire ça, c'est ce moment où il se met quasiment à hauteur de la safety car et on le voit comme ça, secouer les bras et dire bon c'est quoi ce bordel, parce qu'effectivement je pense qu'il devait trouver la safety car trop lente, c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est trop écarté des autres parce qu'il voulait peut-être que ça avance un peu, je ne sais pas. Maintenant j'imagine qu'ils sont en train de vérifier la quantité d'écart qu'il y avait entre lui et la voiture suivante, à quel point il a enfreint les règles à ce niveau-là, c'est possible. Moi c'est plus sous la virtual safety car que je trouve qu'il y avait des écarts qui étaient très bizarres. À un moment Leclerc avait 6-7 secondes de retard alors qu'il était censé avoir une seconde de retard sur Pérez. Donc voilà, ça c'est le dernier point. Et bah justement, finalement c'est une bonne transition à ce niveau-là. C'est le dernier point sur lequel je vais rebondir. C'est que l'autre point sur lequel je suis saoulé de la façon dont la FIA gère ses Grands Prix, c'est on a su pratiquement une demi-heure avant la fin du Grand Prix que Pérez était sous investigation. Ok, très bien. On sait que Pérez a fait quelque chose qui est suspect, que donc la FIA enquête dessus. Le Grand Prix pendant ce temps-là continue de se dérouler. J'imagine que, c'est même d'ailleurs évident, Red Bull a notifié à Pérez qu'il était sous investigation, puisqu'on l'entend même d'ailleurs être étonné et dire mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, Pérez est malin, il a beaucoup d'expérience, c'est le 4e pilote le plus expérimenté du plateau, derrière, excusez du peu, Alonso, Vettel et Hamilton. Mais il est malin, il est roublard Pérez, donc je pense qu'il fait mine à la radio de ne pas savoir ce qu'il a fait pour jouer un peu les innocents et essayer de plaider sa cause. Il est probable qu'il ne l'ait absolument pas fait exprès non plus, hein. C'est très possible que Pérez n'ait pas cherché à créer un écart pareil, mais le problème c'est que c'est une infraction, quand une infraction se produit sous safety car, justement c'est le moment où on peut sévir, on peut rappeler directement au pilote, littéralement lui dire voilà ce que vous avez là vous êtes en train de faire un truc qui est pas bien. Une question d'ailleurs je me suis posée une fois, alors c'est peut-être pas du tout praticable en vrai et c'est peut-être dangereux, mais dans les sports où il y a des arbitres, les arbitres vont parler aux joueurs et aux joueuses durant le match. Pourquoi la FIA n'aurait-elle pas une ligne directement avec la radio de chaque pilote pour les prévenir eux-mêmes, attention, vous avez commis une infraction, vous êtes sous enquête, ou alors, attention, vous avez commis telle infraction qui n'est pas importante, mais si vous la répétez, vous aurez une pénalité, par exemple les track limits. Ça, c'est le genre de truc, peut-être que ça pourrait s'envisager. Bon, après, c'est peut-être pas le meilleur truc, parce que si ça se trouve, le pilote, il engueulerait le commissaire derrière, et ça serait encore pire. C'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas ce genre de communication, qu'ils estiment que c'est aux écuries de prendre la responsabilité d'informer les pilotes des décisions. Mais voilà, la question c'est pourquoi ne pas avoir pris cette décision tout de suite. Ça va déranger le pilote par rapport à son écurie qui le prévient, ça c'est sûr et certain, mais le fait est que quand la course redémarre, Pérez, donc il est vraiment sous la menace de Leclerc, et bon ça j'en parlerai un peu plus quand je ferai le bilan par pilote, mais Leclerc pour le coup,
est très dangereux à ce moment-là. Leclerc est même pour moi une fois en position d'attaquer et il n'ose pas. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est que Pérez n'a pas trop fermé la porte alors que Leclerc aurait pu essayer de dive bomb un petit peu comme il l'avait fait sur Verstappen en Autriche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dépassement de Leclerc sur Verstappen en Autriche, mais Verstappen était même surpris. Il n'avait pas cherché à se défendre parce qu'il ne s'attendait pas à voir Leclerc plonger comme ça. Je m'attendais à voir Leclerc refaire le même coup à Pérez au virage. Donc c'est le virage. Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, ça va être le 6e, je crois. Le virage qui est au bout de la plus grande ligne DRS. Il avait certainement perdu la trajectoire parce que beaucoup de pilotes effectivement se sont sortis à ce virage en freinant trop tard. Mais il fallait peut-être tenter. Salut Spipers. quelle honteuse provocation. Mais ouais, pour le coup, voilà, j'étais assez surpris finalement que Leclerc n'attaque pas. Ça se tentait. Peut-être que Leclerc s'est dit qu'il y aurait quand même encore d'autres possibilités plus tard. Maintenant, on a vu, il a complètement ruiné ses pneus. Est-ce qu'il y a un moment aussi où Ferrari lui a dit ça sert à rien d'attaquer Pérez, on sait qu'il est sous investigation. Je sais pas trop. La baisse de rythme de Leclerc conjuguée au rythme extraordinaire de Pérez en fin de course laisse supposer vraiment que les deux pilotes étaient tous les deux informés de la situation. Il y en a un qui en a dit t'embête pas à attaquer, il y a des chances qu'il soit pénalisé, prends pas de risque, dans le pire des cas tu seras deuxième, c'est déjà bien. Et l'autre à qui on a dit on n'est pas sûr qu'on gagne, donc prendre la marge parce que si ça se trouve tu vas en avoir besoin. Maintenant voilà, cette décision je ne comprends pas pour quelle raison, vraiment je ne comprends pas pour quelle raison ils ont mis autant de temps à la prendre parce que clairement il y avait vraiment une fenêtre extrêmement large pour informer Red Bull d'une potentielle pénalité. C'était pour moi vraiment c'était archi faisable. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et voilà, et c'est pas la première fois qu'on a une décision comme ça dont ils nous disent que c'est après la course. Et c'est dommage parce qu'en vrai, je pense que si on informe Pérez qu'il est sous coup d'une pénalité, bah peut-être qu'il va vraiment chercher à creuser l'écart et peut-être que Leclerc va essayer de tout donner pour rester dans la barre des 5 secondes parce que rappelez-vous l'incident controversé entre Vettel et Hamilton au Canada en 2019. Vettel est très vite informé de sa pénalité, vraiment très très vite. Il apprend sa pénalité, genre je sais pas 2-3 tours après. Il fait toute la fin de course avec l'intention d'essayer de mettre 5 secondes à Hamilton qu'il n'arrive pas à mettre. Hamilton a pour consigne de ne pas chercher à attaquer Vettel, mais à rester dans la marge des 5 secondes parce qu'il y a une pénalité. On aurait pu avoir la même situation, mais pour le coup, en appliquant rien, bah, du coup les deux pilotes savent pas forcément trop comment ils doivent réagir, et en plus, bah, il y a ce spectre quand même d'un podium dont on fait des photos avec des trophées qui ne sera peut-être pas le podium final. Si c'est pour que ça donne lieu à une farce comme la remise de l'échange de trophées entre Pérez et Leclerc dans une semaine à Suzuka, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est ce qui s'était passé avec Fisichella et Raikkonen au Brésil en 2003. Raikkonen avait été déclaré vainqueur devant Fisichella. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient arrêté le classement un tour trop tard, un tour trop tard ou trop tôt, je sais plus. Mais que du coup, c'était Fisichella le vainqueur et ils ont échangé leur trophée une semaine après ou 2 semaines après au Grand Prix de Saint-Marin. C'était ridicule comme séance, surtout qu'en plus c'était la première victoire en carrière de Fisichella. Je pense qu'il aurait mérité quand même de gagner son premier Grand Prix en montant sur la plus haute marge du podium. Mais du coup, voilà, le fait de prendre ces décisions aussi tard, et il n'y a vraiment rien qui justifie de prendre ces décisions aussi tard, ça m'énerve. Ça a énervé tout le monde. Je pense que moi je regarde le Grand Prix sur F1 TV, les commentateurs de F1 TV ne comprenaient pas non plus pourquoi cette décision était aussi tardive. J'ai vu des tweets de Will Buxton notamment qui trouvent que là la FIA doit encore progresser sur pas mal de trucs. Je vais essayer de retrouver son dernier tweet parce qu'il est assez intéressant. Will Buxton qui dit voilà, c'est ça. Alors, attendez, je vais vous le retrouver parce que c'est quand même vachement intéressant. Donc Will Buxton qui est journaliste et qui donc commente parfois d'ailleurs des Grands Prix sur F1 TV, si je dis pas de conneries. Will Buxton, il a dit ceci, et donc c'est très intéressant. Hop, je vous retrouve ça, voilà. Il dit la FIA doit vraiment mettre sa maison en ordre. Quelques décisions bizarres ont été prises dans la course d'aujourd'hui et quelques moments importants n'ont même pas été mis sous investigation. Une course vraiment brillante, mais un résultat toujours pas déterminé. Pour une infraction qui est arrivée pourtant il y a si longtemps que ça. C'est désolant, qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis totalement d'accord avec lui, il y a toujours des problèmes dans cette gestion de course.
Évidemment, c'est un sport où ça va très vite, où c'est très compliqué d'intervenir en temps réel, de prendre les bonnes décisions au bon moment, mais reste que certaines décisions devraient être prises. Ce sont des gens qui sont payés, pour le coup, quand même, je pense, extrêmement cher. Il y a des ex-pilotes dans les commissaires. Le collège de commissaires, c'est des gens qui sont supposés être extrêmement compétents à ce niveau-là. Et pourtant, ils font preuve de week-end en week-end de toujours autant d'amateurisme, comment dire, d'hésitation dans leurs décisions. Et c'est chiant parce que ça nous gâche les courses, ça nous gâche parfois le suspense qu'il y a dedans. Là, on est quasiment 3 heures après la fin de la course et on est toujours pas sûr que Pérez l'a gagné. Voilà. Donc c'est chiant. Alors je viens de voir à l'instant que Pérez, alors c'est Secteur F1 qui le tweet. Secteur F1 tweet que Pérez a pris une pénalité de 5 secondes, mais le problème c'est que du coup c'est pas suffisant pour que Leclerc gagne, puisque Leclerc était à 7 secondes 5. Donc du coup, voilà, 5 secondes pour Pérez, donc bah du coup c'est sans incidence. Alors c'est bien, il est pénalisé pour ce qu'il a fait, donc ça veut dire qu'il y a une justice à ce niveau-là. Du coup c'est d'autant plus dommage pour Leclerc de ne pas avoir réussi à rester sous les 5 secondes, surtout qu'en plus vraiment à 2-3 minutes de la fin, il était encore sous la barre des 5 secondes. Mais Leclerc a craqué physiquement sur la fin, ça s'est senti. Il l'a dit effectivement, je vous ai vu en parler dans le chat, Leclerc a eu vraiment énormément de difficultés à tenir physiquement sur ce Grand Prix qui est très éprouvant. Singapour est le Grand Prix le plus éprouvant de la saison. Et voilà. Bon, du coup, voilà, on a le verdict final. 5 secondes et 2 points sur sa super licence. Il a très chaud, Pérez, mais pour le coup, moi je trouve que la décision est juste. C'est-à-dire qu'elle tombe beaucoup trop tard, mais il prend la pénalité qu'il doit prendre. Maintenant, si la FIA avait décidé en temps réel qu'il a 5 secondes de retard de pénalité à l'arrivée, est-ce qu'on aurait eu exactement les mêmes derniers tours de la part de Leclerc et Pérez? Rien n'est moins sûr. Leclerc, je pense, aurait tout donné pour essayer de rester à moins de 5 secondes. Il n'est pas exclu que Leclerc, en plus de la fatigue, ait eu cette espèce de résignation en se disant non mais c'est bon, c'est un pilote Red Bull, on va pas lui mettre de pénalité, ou alors de toute façon j'ai la poisse, ça sert à rien d'essayer de rester sous les 5 secondes parce qu'il se passera rien. Et c'est vrai qu'en plus, comme tu le dis Inos, dès qu'on lui a dit pour la pénalité, c'est le moment où Leclerc a commencé à s'effondrer. Je pense qu'en plus de la fatigue physique, il y a eu certainement peut-être, ça a eu un mauvais effet sur lui, peut-être qu'on n'aurait pas dû lui dire, peut-être qu'il serait resté motivé à l'idée d'aller chercher Checo s'il n'y avait pas eu cette déclaration. Donc voilà, la pénalité pour Pérez, je suppose, s'il la donne, c'est que je suppose qu'elle est méritée. Moi je vous dis, j'ai pas forcément vu les incidents, j'étais étonné qu'il soit sous investigation, mais du coup bah il prend la pénalité qu'il mérite, c'est très bien. Maintenant, le débat reste le même, est-ce qu'il fallait pas lui donner cette pénalité pendant la course, alors qu'il y avait largement le temps de la décider, et est-ce que ça n'aurait pas justement un peu changé la donne dans la lutte pour la victoire qu'il y avait entre Pérez et Leclerc? On ne le saura jamais, c'est trop tard. Maintenant, Pérez mérite sa victoire parce qu'il a mené toute la course, il a pris le meilleur départ, il a maîtrisé sa course, il a maîtrisé son rythme dans des conditions difficiles parce que c'est un circuit éprouvant, c'est un Grand Prix qui est crevant, sur une piste qui a été très piégeuse pendant absolument toute la course. Il a prouvé une fois de plus que c'est un des meilleurs pilotes du plateau et bah, vous savez, hein, dans mes réacts, j'ai plusieurs fois critiqué les performances de Pérez qui a eu des Grands Prix un peu sans. En Italie, il était pas fou, il m'avait beaucoup déçu notamment. Je me souviens au Grand Prix de... C'était lequel? Non, c'est pas en Italie qui était pas ouf, c'est à Spa. À Spa, il m'avait beaucoup déçu. En Hongrie aussi, en France. En France, c'est pareil, ça n'avait pas été la folie. Mais du coup, voilà. Là, pour le coup, il a été au top. Il a montré que c'est un pilote qui a la capacité de gagner des Grands Prix quand il faut. Il sait gagner des Grands Prix. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il sait gagner les Grands Prix que Verstappen n'est pas en mesure de gagner. C'est étonnant. Il a failli gagner Silverstone, ne l'oublions pas. Il gagne Monaco, il gagne Singapour. La plupart des Grands Prix où Verstappen n'est pas dans le coup, il est là à la place. C'est ça qui est incroyable. Il a pris une pénalité parce qu'il a dépassé le quota d'écart qui était autorisé entre lui et les autres pilotes sous safety car, ce qui est interdit. Donc voilà. Je vais rebondir du coup sur Singapour parce que je parle des singularités de Singapour depuis tout à l'heure et je veux faire mon petit coup de cœur de ce week-end. Je suis désolé, je vais essayer de pas faire durer ce react trop longtemps parce que je veux quand même aller dîner après, puis je veux jeter un petit coup d'œil à l'Anse-Lyon quand même. Mais Singapour, c'est un circuit que j'adore depuis la toute première édition. La toute première édition, certes, elle a été entachée du Crashgate de Renault. À l'époque,
comme beaucoup de gens, j'étais très naïf et je me disais, oh là là, Alonso, il en a de la chance que ce soit son coéquipier qui se soit craché. Mais bon, on se doute bien qu'il ne l'a pas fait exprès, c'est un coup de bol. Et puis après, on a compris que, en fait, il y avait quelque chose de pas ouf. Mais Alonso a souvent brillé, en plus à Singapour, vraiment, c'est un circuit où il a toujours été très à l'aise. Il fait le seul podium d'ailleurs de Renault en 2009 aussi. Il gagne, il avait fait le dernier Grand Chelem de Ferrari pendant 12 ans avant celui de Leclerc en Australie. Enfin, c'est un circuit où il a toujours été très bon, même quand il était en difficulté avec des voitures pas ouf. Moi, j'adore Singapour. Je trouve que Singapour, en fait, est un circuit, je dis pas plus intéressant que Monaco, mais depuis que la F1, il y a moins d'abandon, qu'il y a peut-être un peu moins de suspense, que les voitures ont plus de mal à suivre, qu'il y a moins de dépassements, Singapour, pour moi, permet d'offrir des courses qui correspondent à ce qu'on aimerait que Monaco soit dit. Soit, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je dis soit dit. Singapour, c'est Monaco, mais avec en fait plus de spectacle, plus de suspense. Je trouve que les pilotes prennent plus de risques à Singapour parce qu'il est vrai que la piste est quand même moins étroite qu'à Monaco. Et finalement, on a l'impression qu'à Monaco, les pilotes ont beau conduire dans des circonstances extrêmes entre les rails à une vitesse folle, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple qu'avant Monaco. Singapour est un circuit très dangereux, beaucoup plus éprouvant physiquement que Monaco parce que la course est très longue. Faut pas oublier qu'il y a 61 tours d'un circuit qui est modérément long, mais le problème c'est qu'il est très lent, donc du coup les tours sont longs, donc du coup 61 tours, même une course sans safety car, elle va être très longue, elle va durer 1h45, 1h50, c'est le Grand Prix le plus long de la saison, avec Monaco, parmi les... même sans safety car. Et du coup, comme il se déroule dans un pays asiatique, du sud-est asiatique, où il fait chaud et surtout très humide, c'est le Grand Prix le plus éprouvant physiquement pour les pilotes, c'est celui où ils perdent le plus de poids, ils avaient dit qu'ils perdent jusqu'à 4 à 5 kg par Grand Prix, ce qui est monstrueux. On a vu dans la cool room, Pérez, il y avait Sainz qui voulait lui parler, et Pérez le suppliait de lui laisser boire un coup. Ça se sentait qu'il avait vraiment besoin de se réhydrater, on voyait Pérez, il était avec sa bouteille, il avait une bouteille comme ça, il a quasiment tout bu d'une traite tellement il avait soif. Parce qu'ils sont complètement morts à la fin de ce Grand Prix. Il y a une image d'ailleurs, on a vu, je vais essayer de vous la retrouver parce que je trouve qu'elle était quand même pas mal, cette image de Pérez et Leclerc qui sont assis par terre à la fin du Grand Prix. C'était, je la trouvais assez... Alors attends, je crois que c'était Reuter qui l'avait montré. Et c'était vraiment pour le coup très, très marquant comme image. Où est-ce qu'elle est, Voilà, elle est ici. D'ailleurs, Pérez qui était déjà en train en fait de s'asperger de flotte avant même le... Merde, j'ai fait une connerie. Pérez qui était déjà en train de s'asperger de flotte alors que voilà, ils étaient même pas dans la cool room encore. Hein. Il avait vraiment besoin de se réhydrater, il crevait de chaud. On les voit les deux, ils sont assis par terre, vraiment, ils sont morts, ils viennent d'arriver dans le parc fermé, ils sont même pas encore dans la cool room, ils sont claqués les mecs. Leclerc pour le coup l'a dit, c'était la course la plus difficile de sa carrière et ça peut très bien se comprendre. Faut pas oublier qu'en plus les F1 2022 n'avaient jamais été testés encore à Singapour, hein, forcément, en plus on n'avait pas couru à Singapour depuis 3 ans. Les F1 2022 ont l'air d'être physiquement plus difficiles à encaisser que les F1 des précédentes années. Le combo F1 de 2022 plus Singapour plus Grand Prix en plus qui a été très long parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions qu'ils ont attendu longtemps. Norris aussi effectivement était complètement HS à la fin. C'est un Grand Prix très difficile. Mais moi je suis hyper heureux de voir le retour de ce Grand Prix déjà parce que c'est là qu'on voit vraiment à quel point ces mecs sont des athlètes hors pair. C'est là, c'est une preuve de plus à quel point c'est... Il y a toujours des connards pour dire que la F1 et les sports mécaniques sont pas des sports. Excusez-moi, attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi, mais oser dire ça, c'est vraiment que soit on veut troller, soit on n'y connaît vraiment rien au sport auto. Et pour un Grand Prix comme ça, on voit bien à quel point c'est une discipline sportive incroyablement éprouvante. Donc déjà, moi j'aime beaucoup le côté défi physique de ce Grand Prix. J'aime beaucoup le tracé de Singapour. Il a quand même des possibilités de dépassement qui font plaisir, malgré tout. Elles sont pas énormes, c'est sûr, mais il y en a, et c'est quand même sympa de voir que c'est un Grand Prix où ça peut dépasser, alors qu'à Monaco, il passe à Monaco. Faut vraiment qu'il y ait un pilote qui soit en perdition complète avec ses pneus et que il soit en survirage permanent et qu'il arrive à rentrer dans... Enfin, il n'y a aucune traction en sortie de virage et que on arrive à le dépasser dans le tunnel ou dans la ligne droite principale. À Singapour, on peut passer à plein d'endroits. Le DRS est utile, notamment dans cette longue ligne droite, cette semi-longue ligne droite, un peu de travers qu'il y a
partie de course. Voilà. Ouais, j'ai vu un reportage sur Villeneuve, effectivement, qui a conduit l'Alpine et qui disait que ça lui faisait mal au freinage tellement c'est puissant. Et ouais, non, mais clairement, les F1 actuels sont un défi physique monumental. C'est assez incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai autant d'admiration pour Fernando Alonso, c'est qu'à son âge, il est toujours autant lagnac et qu'on a l'impression que ça ne l'épuise jamais. Même si on le sentait, comme j'ai dit, assez marqué lors de son abandon. Et puis, bah, on a vu une course, je suis désolé, je trouve que c'est un des meilleurs Grands Prix de la saison. Alors, je vais faire un constat que je faisais déjà à l'époque de la domination de Schumacher sur les Grands Prix où Schumacher ne gagnait pas. Un constat que je faisais lors de la domination de Hamilton sur les Grands Prix où Hamilton ne gagnait pas. Un Grand Prix où Verstappen ne gagne pas cette année, souvent a des chances d'être un Grand Prix effectivement un peu plus intéressant, même s'il y a eu des Grands Prix que Verstappen a gagné qui étaient des excellents Grands Prix. Mais le truc, c'est que vraiment, pour le coup, il y a eu quand même du suspense pour à peu près toutes les positions. Hein. Il y a eu de la lutte pour la victoire, il y a eu de la lutte pour le podium, beaucoup de lutte pour les points, beaucoup de dépassements, des dégringolades, des remontadas. Très bonne question Izuka, tu me demandes si Verstappen peut finir sur le podium s'il fait pas son freinage de fou. Alors oui, clairement pour moi Verstappen était P3 quasi assuré pour moi s'il ne ferait pas son freinage parce qu'il aurait mangé Norris, j'en suis quasi sûr. Parce que Norris, hein, c'est toujours le problème, c'est que c'est le pilote le plus poli du monde dès qu'il s'agit de se faire doubler par des 3 top teams. Ça m'énerve, j'ai déjà dit plein de fois, mais ça m'énerve à chaque Grand Prix. Il y a quand même d'ailleurs ce moment où Norris fait une espèce de freinage, où on est à 2 doigts de l'accrochage, où Verstappen a un réflexe prodigieux qui évite un carnage. Ça, pour le coup, gros GG à Verstappen d'avoir été très actif sur ce coup-là. Mais Verstappen aurait mangé Norris. Je suis quasi sûr qu'il aurait mangé Hamilton aussi. Enfin, quoi que, attendez, au moment où Verstappen sort, il est devant Hamilton à ce moment-là, donc il avait même pas besoin de manger Hamilton. Il avait juste besoin de bouffer Norris, et je suis sûr et certain qu'il aurait déposé Sainz. Parce que Sainz n'avait aucun rythme. Sainz était très mauvais à ce moment-là du Grand Prix. J'insiste vraiment, je trouve que les mots que j'emploie sont pas trop forts parce que au niveau de performance de la Ferrari, au niveau de performance qui est attendu de Carlos Sainz, et vu la position qu'il tenait à ce moment-là, je suis désolé, je trouve que c'était probablement l'un des pilotes les plus médiocres de la piste à ce moment-là. Il a vraiment il fait beaucoup de tours sur un rythme catastrophique. J'ai pensé que Norris allait lui prendre le podium. Finalement, il s'est ressaisi à la fin, Sainz. Hein. C'est assez étonnant. Je pense que... Alors, est-ce que c'est parce qu'il a retrouvé un rythme avec ses pneus? Est-ce que c'est parce que Binotto l'a engueulé? Je sais pas. Quand on regarde le classement final, on voit finalement quand même que Sainz a réussi à faire un meilleur tour en course qui est le 3e meilleur tour de la course. Hein. Il est dans les temps de Pérez à la fin, il fait un meilleur tour même que Leclerc. Et il n'y a que Russell avec son pari de la fin pour aller empêcher Pérez de prendre un point, qui a réussi un meilleur tour. Mais vraiment, pour le coup, Sainz, sur la fin, avait enfin retrouvé du rythme, mais il a mis vraiment du temps. Regardez quand est-ce qu'il le fait, son meilleur tour. Sainz, c'est au dernier tour, hein, littéralement, c'est au 59e tour. Donc bon, c'était pas glorieux comme course de sa part. Et pour le coup, ouais, peut-être qu'il supportait mal les conditions, c'est possible. Hein, Mais ouais, Sainz, pour le coup, vraiment, je l'ai trouvé très 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 médiocre dans ce Grand Prix. Donc oui, Verstappen pour moi aurait doublé Sainz. Par contre, il serait jamais revenu au niveau de Leclerc et Perez. Ça me semble très très peu probable, parce qu'il aurait beaucoup tapé dans ses pneus comme faisait Leclerc, et il y a un moment il aurait buté. Et en plus, il aurait certainement buté sur Leclerc. Leclerc se serait certainement pas laissé faire. Verstappen aurait entamé ses pneus qui à mon avis étaient déjà bien usés. Donc voilà. Mais du coup, ouais, Singapour vraiment le coup de cœur parce que c'est vraiment un super circuit, c'est une super ambiance, c'est super beau Singapour, vraiment, l'ambiance de ce Grand Prix est magnifique. Je trouve qu'en fait, ce qui est génial avec Singapour, c'est que de tous ces Grands Prix hors de l'Europe, de la vieille Europe, et où on a décidé de faire le show, qui sont vraiment pensés pour faire le show, c'est, je trouve, le circuit le plus réussi. Il y a l'âme Formule 1 en fait, vraiment. C'est un circuit en ville, c'est un vrai circuit en ville comme Bakou. C'est pas une espèce de truc artificiel avec des murs proches et pas vraiment de gravier comme on peut avoir à Miami, à Abu Dhabi, à Jeddah. Ou même à Sochi à l'époque. C'est un vrai beau circuit urbain. Qui plus est de nuit, c'est un régal visuellement. Moi j'adore ce tracé. Vraiment j'adore ce tracé. Donc je suis content qu'il nous ait donné un Grand Prix qui était mouvementé avec beaucoup de sorties de piste, quelques accrochages aussi, beaucoup de rebondissements, beaucoup de safety car. Très étonné du ratio virtual safety car par rapport à safety car. Verstappen clairement
est privé de potentiel remontada et de potentiel exploit par les décisions de la FIA de mettre aussi peu de safety car. Parce que vraiment, Verstappen, il était en mesure de revenir dans le coup, mais on l'a complètement empêché de remonter. C'est ça qui est marrant, c'est que là, pour le coup, c'est pas un Grand Prix où la FIA a avantagé Verstappen à aucun moment, parce que vraiment, les moments où ils pouvaient l'avantager, ils ont pris totalement la décision contraire à celle qui pouvait avantager Verstappen. C'est assez étonnant. Il pouvait sortir des safety cars qui l'auraient vraiment grave aidé, et non, il ne les sortait pas, et la seule qu'il y a eu, elle ne lui a pas du tout été profitable. Donc pour le coup, la gestion des safety cars, des virtual safety cars reste quand même un petit peu bizarre sur ce Grand Prix. C'est pas le truc qui m'a le plus choqué quand même, mais voilà, ça fait une petite pierre de plus dans le jardin de la FIA sur ce Grand Prix. Mais du coup, ouais, voilà, je vous dis, hein, moi, ce Grand Prix de Singapour, je dis, c'est pas le meilleur Grand Prix de la saison. Clairement, c'est pas le meilleur. On a eu des Grands Prix beaucoup plus fous que ça. Je pense que c'est Silverstone le meilleur Grand Prix de la saison. Mais on a eu vraiment, pour le coup, du spectacle, du suspense, de la bagarre à tous les étages, sur un circuit urbain où il est difficile de dépasser. On a eu une partie de la course sur une piste humide en plus. Vraiment, tout était réuni pour qu'on ait un Grand Prix intéressant. Et globalement, on l'a eu. Il y a eu quelques petits temps morts, évidemment. Mais voilà, on s'est pas fait chier. C'était un Grand Prix, animé. Et c'est tout ce qu'on attend en fait comment dire. C'est vraiment tout ce qu'on attend de la part d'un circuit comme Singapour. Donc du coup, voilà, moi je suis hyper satisfait à ce niveau-là, et j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Évidemment, moi, j'espérais voir Leclerc gagner à Singapour pour, comment dire, conjurer le mauvais sort et surtout corriger pour moi le Grand Prix que Ferrari lui a volé en 2019. Parce que bon, je trouve toujours triste que Ferrari, en voulant assurer un doublé, n'ait pas remis les pilotes à l'ordre qui aurait dû être le leur sur le Grand Prix. Surtout que Leclerc avait une stat assez géniale à égaler dans l'histoire de la F1 et qu'évidemment il ne pourra plus jamais aller chercher ce jour-là, à savoir que ses 3 premières victoires, ce 3 victoires d'affilée. Il n'y a que Damon Hill qui l'a fait. Mais ouais, non, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage en plus que voilà, Leclerc, pour le coup, voilà, il est à nouveau sur une dynamique positive qui est beaucoup trop tard, hein, clairement. Mais ouais. C'était quand même un bon Grand Prix. Moi je lui mettrais un bon 7 sur 10 à ce Grand Prix, voire ouais, non, un 7 sur 10, on va pas exagérer, mais ouais, ça fait plaisir. Et vraiment, Monaco, on le regarde pour Monaco parce que c'est joli, parce que ça reste un Grand Prix à part, mais vraiment le Grand Prix urbain spectaculaire à regarder, c'est Singapour. Bakou, c'est autre chose, parce que Bakou, c'est un Grand Prix urbain qui est toujours assez dingue, avec des rebondissements pas possibles. Il est joli à regarder aussi, mais c'est pas non plus le niveau de glam et de beauté graphique entre guillemets d'un Singapour. Singapour de nuit, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Maintenant que j'ai fait donc les parties de débat, coup de cœur, tout ça, je vais faire mon petit bilan pilote par pilote, hein, comme vous le savez, puisque j'adore faire ça. Donc ça se base toujours évidemment sur l'ordre des écuries par rapport au classement de l'année dernière. On commence par Mercedes. Donc pour moi, Mercedes a fait son plus mauvais week-end d'ensemble de la saison. Je m'y attendais pas, en fait à ce qu'il se foire autant. J'attendais vraiment Hamilton faire une belle course. Alors, je pense pas qu'il se fasse tant avoir que ça au départ, plus qu'un autre, parce qu'on a vraiment vu que les pilotes qui étaient sur le côté supposé propre de la piste, sur une piste sèche, se sont tous ratés au départ. Leclerc, Hamilton et Alonso se sont fait dépasser par le pilote qui était sur la même ligne qu'eux. Donc, il rate pas plus son départ qu'un autre. En plus, il se fait un peu tasser par Sainz au départ, c'est un peu dommage. Le reste de sa course, il est très impatient, il commet des erreurs qui sont étonnantes. Il gueule sur les 2 trains de pneus. Le commentaire sur les pneus inter au début, je ne le comprends pas. C'est vraiment, pour le coup, je ne pige pas pourquoi Hamilton s'est énervé sur ses pneus en disant que c'était pas les bons pneus. Les pneus wet auraient été catastrophiques, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le moment où il gueule sur les pneus médiums qu'on lui a mis, je n'ai pas compris non plus qu'est-ce qui lui a pris, pourquoi il a râlé dessus. Hamilton assez chafouin aujourd'hui, et surtout il a fait 2 erreurs de pilotage qui sont inhabituelles le concernant. Le moment où il part déjà dans les pneus, et où il ressort par contre juste devant Verstappen avec sa voiture qui, soit en passant, est un tank, c'est-à-dire que il prend quand même un bon choc devant, l'aileron n'a rien, il y a juste un bout qui se détache, mais l'aileron est propre, la voiture tourne. Vraiment étonnant pour le coup que ça n'ait pas eu plus de conséquences que ça. Mais ouais, Hamilton a fait un Grand Prix quand même assez bordélique. Sa tentative
vraiment bizarre de dépassement sur Vettel à la fin, alors qu'il sait très bien qu'en trajectoire il va aller dans la flotte et qu'il va devoir tirer tout droit et laisser passer Verstappen. Elle est très bizarre de sa part, c'est un coup de poker pour pas grand chose de la part d'un pilote comme lui avec son expérience. Je comprends pas pourquoi il tente ça. Clairement il était frustré, clairement il aurait pu avoir la pole, c'est possible aussi. Et il finit à une place qui est anonyme, il finit à une 9ème place qui est indigne de son statut et qui est indigne de la performance globale qu'il a fait dans ce Grand Prix. Pour moi Hamilton aurait dû finir 4 ou 5 de ce Grand Prix, hein, clairement. Mais ouais. Ah oui, par contre, il est très très fort effectivement pour faire des... C'est vrai que le côté DNF qui repart, il nous l'avait fait à Hockenheim en 2019, il nous l'a fait à Imola l'année dernière, il nous refait encore le coup. Hamilton, c'est le mec, il sort, il va se planter dans un mur de pneus, il fait marche arrière, il repart, et il finit quand même le Grand Prix dans les points. Il est très très fort pour ça. Hein. Mais ouais, ça reste quand même un Grand Prix un peu moyen de sa part. George Russell, très décevant pour le coup. Je n'ai pas compris du tout le pari de Mercedes de lui faire changer son moteur en se disant de toute façon la course est foutue, autant faire partie dernier. Il partait 11e. Quand on voit le résultat de Ricciardo et quand on voit la capacité de Russell à faire des courses assez peinardes où finalement il finit toujours 4 ou 5 sans qu'on s'en rende compte, pour moi s'il était parti 11e, George Russell, il aurait certainement encore fait une P4 ou une P5. Je ne comprends pas pour quelle raison. Vraiment, ils ont tenté ce truc-là. Ouais, c'est à Imola qu'il avait fait ça, Tom Der. C'était juste après le crash entre Russell et... Non, c'était au moment, avant le crash Russell-Bottas. Il sort de la piste, et en essayant de redémarrer, il pète son aileron sur le mur de pneus parce qu'en fait, il a un angle, il n'arrive pas à braquer assez pour tourner. Il réaccélère trop tôt, il tourne trop tôt, et il pète son aileron sur le mur de pneus. Il est au ralenti, il va se retrouver 9e ou 10e à un tour de Verstappen, et le drapeau rouge provoqué par l'accident de Bottas et de Russell le sauve et lui permet de rester dans les points et de remonter jusqu'à la 2e place. Mais ouais, Russell, c'est vraiment bizarre, surtout que Singapour n'est pas un circuit où il est pertinent de faire un changement de moteur, hein, c'est pas un circuit de moteur du tout, donc c'est vraiment curieux. Changer la boîte de vitesse encore, pourquoi pas, vu que c'est un circuit, il y a beaucoup de changements de rapport à la rigueur, mais changement de moteur incompréhensible. Sa course est sacrifiée d'entrée, je ne vois pas comment Russell pouvait légitimement espérer marquer beaucoup de points. Après, il part dernier, Ricciardo part 16e, Ricciardo est 5e, donc en vrai il y avait peut-être quand même un coup à jouer. Maintenant, le pari tenté d'être le premier à passer les slicks a été un foirage complet. Le truc vraiment curieux, c'est de l'arrêter. Alors moi je suis étonné qu'on n'ait pas déjà arrêté George Russell plus tôt pour justement économiser son moteur et sa mécanique, parce qu'on a bien vu que ça servait à rien, qu'il ne marquerait pas de points, qu'il ne serait d'aucune utilité. Est-ce qu'on peut me changer ici plus qu'à Suzuka? Ouais, mais le problème c'est qu'à Suzuka, je dis pas que c'est facile de doubler. Suzuka n'est pas un circuit où il est facile de doubler, mais Suzuka, il y a des pointes de vitesse, avoir un moteur neuf, c'est quand même plus utile qu'à Singapour, quoi. Les moteurs, les pénalités moteurs, on les prend à Spa, on les prend à Monza, on les prend à Montréal, on les prend à des circuits où il y a des longues lignes droites, où c'est facile de doubler, et où en plus, avoir un moteur neuf est profitable aux pilotes. À Singapour, ça ne sert à rien, vraiment, je n'ai pas compris du tout le pourquoi de ce changement de moteur. Et puis ouais, je m'attendais à ce qu'ils le fassent abandonner. Finalement, ils le font rentrer une dernière fois. C'est le seul à faire 4 arrêts. Tout le monde en a fait 2, voire un seul. Même la majorité des pilotes n'en ont fait qu'un, je crois, si je regarde à nouveau exactement ce qu'il en est. On va regarder à nouveau. Ouais, en fait, assez peu de pilotes font 2 arrêts finalement. Verstappen en fait 2 parce qu'il en a un en plus qu'il n'aurait pas dû faire. Magnussen et Schumacher en font 2, je ne sais pas pourquoi. Magnussen, si, parce qu'il a dû en faire un très tôt dans la course parce qu'il avait son aileron qui était à moitié pété. Magnussen aussi aurait pu jouer des gros points d'ailleurs, hein, finalement. Magnussen, c'est dommage pour lui parce que il aurait peut-être pu quand même jouer des points. Il partait 9ème, il a cet accrochage un peu idiot au début avec Verstappen qui d'ailleurs s'en sort bien. Mais voilà. Mais du coup, Russell fait 4 arrêts. On a l'impression qu'il tentait des trucs à la fin, et vraiment l'idée c'était on va prendre le meilleur tour pour le panache, quoi, vraiment. Et peut-être pour faire chier un de nos concurrents pour la 2e place au général. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, de se dire ah, allez, à une place près, ça peut avoir son... comment dire... ça peut avoir son importance. On peut avoir peut-être un point qui compte en fin de saison. Mais bon. Ça reste bizarre. Donc voilà, week-end très décevant de chez Mercedes. Chez Red Bull, le week-end n'est vraiment pas parfait, pour le coup, parce que Verstappen se fait vraiment avoir par son équipe en qualification, qui, je pense, ne gère pas bien la question de l'essence, ne le prévient peut-être pas que faire son dernier tour à fond ne sert à rien.
Pour ce qui est de Pérez, Pérez fait une super qualif, il est quand même très près de la pole, et une fois qu'il a pris la tête, comme je l'ai dit, Pérez a fait une course quasi parfaite. Donc Pérez, Grand Prix parfait, vraiment, pour le coup, c'est une de ses plus belles courses de F1. J'aurais presque tendance à dire que c'est la plus belle course de F1 de sa carrière, mais je trouve que pour moi, ça reste Sakir 2020. Pour moi, Sakir 2020, c'est la plus belle course de sa carrière. Plus que ses 2 autres victoires en ville avec Red Bull après, et plus que ce Grand Prix où finalement, entre guillemets, il n'a eu que à maîtriser son rythme, à s'assurer de maintenir Leclerc à bonne distance, et en plus, sa victoire est quand même entachée d'une pénalité. Je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'un vainqueur a une pénalité sans être déclassé pour autant. Mais son départ est nickel, vraiment Pérez gagne. On sait qu'on a dit, Singapour, c'est un Grand Prix comme Monaco où la place en qualif est très importante. Il fait exactement ce qu'il faut, il fait un départ absolument parfait pour prendre la première place tout de suite, et il ne la quitte plus après. Il a mené l'intégralité de la course, c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive, parce que ses 4 autres victoires, il les a acquises sur des circonstances de course en profitant des aléas qui sont survenus sur les autres voitures. Vraiment, Pérez, pour le coup, top, vraiment top. Il y a juste ce comportement sous safety car qui n'est pas correct, qui lui vaut une pénalité, il prend une pénalité méritée, voilà, fin de l'histoire, c'est bon, c'est un 9 sur 10 Pérez sur ce Grand Prix. Alors, Hamilton prend une pénalité à Silverstone 2021, mais moi je parlais d'une pénalité attribuée après la course. C'est-à-dire un pilote qui gagne malgré une pénalité de temps qui lui soit infligée après la fin du Grand Prix. Silverstone, en 2021, Hamilton observe la pénalité avant d'aller gagner la course. Et puis bon, il y a l'éternel cas Schumacher à Silverstone 98, mais je crois que toujours personne n'a compris exactement comment ça s'est fini cette histoire. Verstappen par contre, décevant. Verstappen décevant, est-ce qu'il était peut-être toujours un peu furax de comment ça s'est passé en qualif? On comprend vraiment, pour le coup, Verstappen, je trouve que sa réaction à la fin des qualifs, elle était légitime. Il y avait ce côté, vous avez fait de la merde, je veux que vous le sachiez. Et son écurie qui, pour le coup, s'excuse. C'est son écurie, elle fait comme Mercedes avec Hamilton, contrairement à Ferrari où on dit à Leclerc, ne nous engueule pas, c'est pas bien. Non, Verstappen, il gueule, il a raison de gueuler pour le coup, parce que son écurie lui a niqué sa qualif, et lui a niqué sa course. Verstappen, s'il arrive à aller chercher la pole, pour moi, il gagne ce Grand Prix probablement assez tranquillement. Là, il se retrouve englué dans le peloton. En plus, il rate son départ, ça c'est sa faute. Il se foire sur un réglage moteur au départ. Il n'arrange pas son cas. Verstappen, j'étais persuadé qu'au bout de 3-4 tours, il serait déjà top 5. Du coup, il a mis, je crois, 12-13 tours avant de se retrouver 7ème derrière Alonso, qui a été un bouchon total pour lui. Il a été bien aidé par le fait qu'Alonso abandonne, parce que sinon, je pense qu'il serait resté bloqué encore plus longtemps que ça. Mais ensuite, les circonstances de course ne l'ont pas aidé, les safety cars et virtual safety cars n'ont pas été là au bon moment pour lui, et en plus il fait une erreur de pilotage sur ce freinage. Alors certes, je pense que c'est à cause du mouvement de Norris qui fait ce freinage apocalyptique, mais du coup il ruine ses pneus, il est obligé de rentrer au stand. Il repart loin, il fait une remontée qui est, il fait le mieux qu'il peut en fait, techniquement, parce que c'est sûr qu'on a bien vu, quand il repart dernier, on se dit ouais, il va aller chercher une 8ème ou 9ème place, il va pas faire mieux. Bon, Hamilton lui fait un cadeau, vraiment. Je pense qu'Hamilton aurait pu le bloquer encore longtemps, parce que le combo Hamilton qui avait le DRS de Vettel sans la capacité à doubler Vettel, ça flinguait complètement la possibilité de Verstappen de le doubler. Sans la bourde d'Hamilton, pour moi, Verstappen fait 9ème et Hamilton 8ème. Mais bon, ça change pas grand chose. De toute façon, on sait très bien que Verstappen sera champion, il y a de grandes chances qu'il soit à Suzuka. C'est pas encore sûr, c'est pas non plus hyper facile. Je crois qu'il lui manque que 8 points ou un truc du genre. Donc s'il gagne devant Leclerc, il sera encore pas champion. Par contre, oui, si Leclerc ne fait pas mieux que 3ème, je crois que Verstappen sera champion cette fois. Mais voilà, c'était pas son week-end, ça arrive, Verstappen a des week-ends sans. Les week-ends sans de Verstappen en plus sont des week-ends où il perd quand même pas mal de points. À Silverstone déjà il a fini 7ème. Mais bon voilà, si Leclerc était encore dans la course au titre, Leclerc de toute façon n'a pas pris le max de points. Pérez du coup a un mini sursis, Pérez peut encore être champion même si c'est juste mathématique. Par contre, Russell ne peut plus l'être. Cette fois, c'est fini. Il n'y a plus que Pérez et Leclerc qui peuvent empêcher le titre de Verstappen. Ça n'arrivera pas. Il y a eu historiquement énormément de pilotes qui ont été titrés à Suzuka, mais parce que Suzuka était l'un des 2 derniers Grands Prix de la saison. On verra bien comment ça se passe. On n'a pas vu les pilotes conduire à Suzuka depuis une éternité. C'est cool. C'est très cool aussi pour Tsunoda qui va enfin pouvoir faire son Grand Prix à domicile. Parce que, il doit attendre ça, le pauvre garçon. Ferrari ensuite. Ferrari... le bilan comptable il est bon, ils font 2 et 3, ils font la pole, Leclerc a un très bon rythme de course, Leclerc
a joué la victoire pendant, je trouve, les 3 quarts de la course. Maintenant, Leclerc, du coup, s'effondre physiquement et je pense que sa mécanique en fin de course avec ses pneus a beaucoup de mal. Sainz a été à la rue pendant une énorme partie de la course. Je me rappelle de ce moment où Hamilton se plaint que Sainz soit d'une lenteur sans nom devant lui. Sainz a fait vraiment un mauvais Grand Prix, je trouve. Pourtant, il arrive à être 3e. C'est vraiment une des 3e places les plus imméritées de l'histoire, je trouve. Hein. Vraiment, je trouve que Norris aurait limite plus mérité cette 3e place, vu la super course qu'il a fait. Maintenant, Sainz il s'est réveillé en fin de course au moment où il fallait, donc il a été chercher sa 3e place, il a marqué les points qu'il fallait pour Ferrari. Sainz reste dans le coup pour cette lutte à 3, hein, je pense, pour le... Quoique non, c'est vrai qu'il est loin. J'ai des conneries, Sainz il est loin. Il est très loin finalement, Sainz. Je pensais il avait dépassé Russell, mais en fait non, Sainz est loin vraiment au classement général. Il est 1 point derrière Russell, donc en fait non. Ouais, la F1 au Japon c'est plutôt populaire, hein, ouais, clairement, surtout qu'en plus, bon, même si Honda n'est plus officiellement là, ils fournissent encore des moteurs, il y a un pilote japonais, Honda, voilà, quand même, enfin, la F1 au Japon, si, c'est populaire, et puis ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de Grand Prix à Suzuka, je pense qu'il y aura une grande ferveur au Grand Prix du Japon. Mais du coup, ouais, voilà, pas d'erreur stratégique de Ferrari, c'est bien. Ferrari, vraiment, pour le coup, voilà. En vrai, ça fait plusieurs Grands Prix que c'est à peu près propre, hein. Pays-Bas, Italie, Singapour, globalement, c'est des courses plutôt clean du côté de Ferrari. Bon, le pari stratégique tenté à Monza n'a pas fonctionné pour Ferrari, c'est vrai, c'était un petit peu dommage, mais globalement, ça va, c'était quand même c'est quand même une course satisfaisante. Ils font 2 et 3, hein, j'insiste, pole 2 et 3, il y a longtemps, on aurait signé pour les 2 Ferrari 2e et 3e dans un Grand Prix où Verstappen fait 7e. Hein. Mais bon, c'est trop tard, c'est juste que c'est trop tard, ils ne font que retarder l'échéance. Ils la retarderont peut-être une dernière fois à Suzuka si Leclerc trouve le moyen d'être 2e, voire qui sait de gagner le Grand Prix, on sait jamais. Mais voilà, c'est trop tard, c'est fini. Mais bon, voilà, encore une très belle course de Leclerc, mais on sent quand même qu'il a souffert sur la fin. Attention, Pérez vraiment se rapproche, la lutte pour le titre de vice-champion se fera probablement entre Leclerc et Pérez. Sainz et Russell commencent à être distancés, Hamilton n'y est plus, hein, maintenant c'est sûr et certain. Il n'y a plus de questions à poser. Qui c'est qui a le plus de DNF? Alors ouais, Guan Yu Zhou en a un paquet, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 DNF pour Guan Yu Zhou. Il y en a 4 pour Tsunoda, il y en a 4 pour Sainz, 4 pour Alonso, 4 pour Bottas, non 5 pour Bottas même. Je regarde Latifi, dans Latifi il n'y en a que 4. Albon en a 4 aussi. Ouais non, c'est Joe qui a abandonné le plus de fois cette saison malheureusement, ouais. Il y a beaucoup de pilotes qui ont 4 abandons. Hein. Après ça, on a McLaren, meilleur week-end de la saison pour McLaren, vraiment. Norris fait une très belle qualif, comme souvent. Norris est toujours performant en qualif, hein, il fait souvent des top 8 sans problème. Très belle course de Norris. Et Ricciardo, alors là, vraiment le miracle, Ricciardo, qui a le bon call stratégique. C'est-à-dire que les 2 McLaren ont fait les arrêts au bon moment, sous la safety car, sous la seconde safety car. Et du coup, ils en sortent 4e et 5e, et ils gardent leur position jusqu'au bout. Très belle course, très propre. La performance n'est pas extraordinaire en piste, mais ils ont su tirer parti des circonstances de course, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait ce qu'Alpine aurait dû faire en fait sur ce Grand Prix et n'a pas fait. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ces problèmes de fiabilité, il faut pas oublier qu'Ocon était un peu dans les choux comme Ricciardo, peut-être que sans les problèmes de fiabilité, c'est Ocon et Alonso qui auraient fini 4 et 5, hein. C'est possible, on ne le saura jamais. En attendant, plus qu'un barou d'honneur, McLaren reprend la 4e place au général à Alpine et c'est une très belle perf et ça fait plaisir pour Ricciardo, même s'il n'est pas dans le rythme, de faire cette 5e place qui est du coup son meilleur résultat de la saison, sur ce qui n'est pas forcément son meilleur Grand Prix de la saison, mais il fait une belle 5e place et ça fait vraiment hyper plaisir pour lui. Alpine par contre, très décevant, évidemment, très décevant, parce que déjà Ocon rate sa qualif, à cause de son problème de frein qui l'empêche de faire un dernier tour et du coup de bien de se positionner idéalement. Alonso, très belle qualif, mais du coup il rate son départ comme tous ceux qui étaient de ce côté-là de la piste, il se retrouve 6e. Il bouchonne bien Verstappen pendant une 10e de tour, jusqu'à ce que son moteur pète. Double fail mécanique du côté de chez Alpine, ça va faire la gueule à Enstone, hein, vraiment, et c'est dommage. C'est dommage parce que là, pour le coup, il y a un gros gâchis de points. Hein, je vous dis 0 points sur les 2 derniers Grands Prix, pendant que McLaren, je dis pas faisait le plein, mais en tout cas en engrangeait beaucoup. McLaren a mis 22-0 à Alpine sur ce Grand Prix, et même 28-0 si on compte Monza plus Singapour. Donc vraiment,
le premier double abandon des Alpines cette saison d'ailleurs. C'est la première fois que les 2 voitures abandonnent. Et d'une manière générale, les doubles abandons cette saison, si on regarde bien, c'est pas hyper courant dans les écuries, hein. C'est pas arrivé souvent. Ferrari n'en a eu qu'un seul, c'était à Bakou. Red Bull en a eu un seul, c'était à Bahreïn, en ouverture de saison, on se rappelle, hein, Mercedes n'en a pas. McLaren n'en a pas. Alfa Romeo en a un seul, à ma grande surprise. Il y a un seul Grand Prix où il y a un double abandon d'Alfa, c'est forcément à Silverstone avec le crash du départ. Haas en a un seul, c'est à Monaco. Et Williams, c'est le premier double abandon des Williams cette saison d'ailleurs. Donc ouais, les doubles abandons, il n'y en a pas tant que ça cette saison. Mais du coup, voilà, gros loupé d'Alpine qui va vraiment devoir réagir à Suzuka pour le coup. L'année dernière, le 6e au classement, c'était AlphaTauri. Bon bah, Tsunoda a fait une belle qualif, mais comme Gasly d'ailleurs, mais une course assez anonyme malheureusement, et bon, ponctuée par une sortie de piste un peu tristounette et qui je trouve continue pour moi d'accentuer les doutes que j'ai sur ce pilote pour sa prolongation m'échappe vraiment. Ça prouve vraiment qu'ils ont trouvé personne. Alors, si, ça prouve que Gasly va se barrer, qu'ils vont certainement signer De Vries et qu'il faut absolument un deuxième pilote et qu'ils préfèrent garder Tsunoda qui maintenant a de l'expérience plutôt que d'aller chercher un deuxième débutant à côté de De Vries. Évidemment, De Vries chez AlphaTauri, c'est pas officiellement signé, même si Canal nous dit que c'est fait. C'est certainement pour cette raison qu'ils conservent Tsunoda, parce qu'ils savent que Gasly se barre et que il faut garder un pilote qui a quand même un minimum de bouteilles. Bon, ils auraient pu, cela dit, faire revenir une dernière fois Daniel Kvyat, mais je pense que c'est pas le projet. Tsunoda a combien de DNF? Tsunoda a 4 DNF, je crois, je vais vérifier. Tsunoda a abandonné. Alors Tsunoda, en fait, il n'a pas pris le départ en Arabie Saoudite, mais bon, c'est pas un DNF, il a abandonné au Canada, en France, aux Pays-Bas et donc à Singapour. C'était le 800e Grand Prix Williams aujourd'hui, alors c'est moche, c'est encore plus moche. L'écurie qui était 7e l'année dernière derrière AlphaTauri, ça devait être Aston Martin. Donc meilleur week-end de la saison pour Aston Martin, le meilleur moment possible vraiment. Stroll qui marque enfin des points à une autre place que la 10e, parce que oui, Stroll n'avait fait que 5 entrées dans les points, tout à la 10e place depuis le début de la saison. Ce qui lui permet d'un coup quand même, c'est pas négligeable de passer, excusez du peu, Zhou Guanyu, Tsunoda, Mick Schumacher. Voilà, il passe 3 pilotes d'un seul coup avec, au classement général, avec les 8 points de cette 6e place, qui est son meilleur résultat de la saison, c'est son meilleur Grand Prix. Stroll, on sait qu'il aime bien conduire sous la pluie. Bon, là, le Grand Prix était modérément sous la pluie, mais voilà. Alors oui, effectivement, tu dis que Helmut Marko estime qu'il faut laisser 3 ans à un rookie pour voir s'il est prêt. C'est vrai, c'est un peu la politique maison pour les jeunes. On a rarement vu des jeunes se faire éjecter en moins de 3 saisons. En vrai, j'allais dire, si, Brandon Hartley, mais moi, est-ce que Brandon Hartley était de la filière Red Bull, je me souviens plus. Mais on a vu Sébastien Bourdet se faire éjecter plus vite que ça, mais Sébastien Bourdet, ce n'est pas la filière Red Bull. Sébastien Bourdet a beaucoup d'expérience avant, il arrive en F1 tardivement, et voilà. Albon n'est pas resté longtemps, Albon a été promu trop vite chez Red Bull surtout. Albon n'a fait que 2 saisons parce que Red Bull a décidé de le remplacer par Perez. Mais Albon, je pense que s'il n'avait pas été promu aussi tôt chez Red Bull, il aurait peut-être fait 3 saisons chez Toro Rosso. Hein. Enfin, puis AlphaTauri ensuite, il aurait été chez AlphaTauri en 2020. Mais du coup, et puis Gasly, malheureusement, mauvais coup tactique sur son arrêt, qu'on pensait être un bon call et qui en fait ne l'était pas. Il va quand même arracher le point de la 10e place, c'est cool. Maintenant, Gasly, quand même, grosse interrogation sur son avenir, c'est-à-dire que si vraiment De Vries c'est fait pour l'année prochaine, ça veut dire que Gasly ne sera plus chez AlphaTauri. On se doute bien que c'est pas pour être promu chez Red Bull. On sait que c'est pas pour être promu chez McLaren non plus. Il ne reste que Alpine. C'est un secret de Polichinelle a priori, mais il serait quand même grand temps qu'on nous annonce Gasly chez Alpine l'année prochaine. Parce que bon ça serait quand même, on n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement dans tout ce feuilleton, dans toute cette saison de transfert très animée, et que si ça se trouve, Gasly n'est pas de volant l'année prochaine. Moi j'espère pas, j'espère vraiment que s'il a un volant, déjà c'est chez Alpine, et puis surtout qu'on nous annonce ça sans trop traîner. Mais après, ouais, Canal, ils sont assez sûrs d'eux. Canal annonce rarement des conneries, hein. En général, quand ils annoncent des trucs comme ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils annoncent, quoi. La 8e écurie du plateau, c'était Williams. C'est simple pour le coup, vraiment, rien à dire. Double DNF, pas de perf. Latifi qui nous fait du Latifi, hein, vraiment, j'en ai parlé un peu plus tôt dans ce live, mais voilà, son Grand Prix est son Grand Prix est plus que médiocre. Je pense qu'il est grand temps que Latifi quitte la Formule 1, et je vous dis, j'aimerais,
même si je pense que ça n'arrivera pas, j'aimerais que Williams, s'ils embauchent un rookie ou un pilote qui n'est pas actuellement sur le plateau pour 2023, donnent leur chance à ce pilote à la place de Latifi sur les derniers Grands Prix pour s'habituer à la F1. Voilà. Peu importe qui c'est, parce que si par exemple c'est un Logan Sargent n'a plus rien à jouer sur le dernier Grand Prix de F2, faites-le, file-lui une promotion. Il était censé être 3ème pilote et faire les FP1 au Grand Prix des US. Allez, faites un dernier Grand Prix à Latifi, histoire que la tournée asiatique se termine et que bon, on évite d'appeler un pilote en urgence. Mais faites rentrer Logan Sargent dès le Grand Prix des US. Si c'est l'idée, c'est de promouvoir lui pour 2023, à ce moment-là, faites ça, quoi. Après, chez Williams, il y a toujours l'opportunité de voir un Mick Schumacher y retourner si jamais il quittait Haas, de voir peut-être Ricciardo pour un dernier challenge, même si Ricciardo, voilà, il est peut-être plus parti pour être 3ème pilote Mercedes, selon certaines rumeurs. Mais voilà. Bon, en tout cas, on sait que ce sera pas Latifi. Du coup, ce sera pas De Vries. De Vries, en fait, ça aurait été le candidat idéal, mais bon, visiblement, il irait chez AlphaTauri, ce qui est surprenant, mais tant mieux. Vraiment comment ça s'appelle, ils veulent faire une espèce d'échange de bons procédés avec les écuries motorisées par Mercedes qui récupèrent entre guillemets un espion Red Bull avec Albon, et inversement là on récupère un espion Mercedes avec De Vries dans la filière Red Bull. Et ouais, Logan Sargent pour moi ça serait pas déconnant. Donc ouais, Williams vraiment anonyme pour le coup. Vraiment, je pense qu'Albon a fait un de ses plus mauvais Grands Prix de la saison. Il a été anonyme. Peut-être qu'il n'est pas encore parfaitement bien remis de son opération qu'il avait fait déclarer forfait à Monza. Certes, c'était il y a 3 semaines, mais revenir quand même d'une opération qui visiblement était assez délicate. N'oublions pas qu'il y avait des grosses complications respiratoires le samedi soir et que apparemment c'était pas la joie. Peut-être que sa remise en condition physique n'était pas top, et pour faire un Grand Prix, reprendre la F1 pour le Grand Prix de Singapour était peut-être pas le meilleur choix pour lui. Hein. Attention, Suzuka c'est assez physique aussi, donc voilà, j'espère que ça ira pour lui. C'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas fait un Grand Prix très long, d'ailleurs Albon il avait peut-être besoin de se reposer encore un peu plus. Donc voilà, Williams anecdotique sur ce Grand Prix. Alfa Romeo pareil, du coup Joe qui se fait torpiller par Latifi, il peut absolument rien. Joe, tous ses abandons cette saison, il a pas de bol. C'est des casses mécaniques ou des crashs où il est victime à chaque fois. Joe qui a été prolongé par Alfa Romeo, et honnêtement, même si bon du coup ça met fin aux possibilités d'espérer voir Mick Schumacher chez Alfa ou peut-être même un Théo Pourchaire promu en F1, je suis content quand même pour Zhou Guanyu parce qu'il a fait une première saison que je trouve très honnête. C'est un pilote que je pense être en mesure de montrer qu'il est au niveau de la F1, d'insister un petit peu, et puis l'histoire sera belle s'il y a quand même un pilote chinois qui participe au Grand Prix de Chine pour la première fois de l'histoire l'année prochaine, puisque le Grand Prix de Chine est dans tout au calendrier, et s'il n'y a pas de nouvelles complications sanitaires, on aura le retour enfin de ce Grand Prix après 4 ans d'interruption, et on aura pour la première fois un pilote chinois au départ de son Grand Prix national. L'histoire est belle quand même, et surtout je trouve que Zhou Guanyu a prouvé qu'il avait le niveau pour la F1, c'est clairement un bien meilleur pilote qu'un Latifi par exemple, il n'y a pas de doute là-dessus, vraiment, il est très correct comme pilote. Moi je l'aime bien, Joe, je l'aime bien, il m'est sympathique ce pilote. Et la dernière queue du plateau, c'est Haas, et les Haas pour le coup, pour moi, elles ont loupé l'occasion, rêvé de peut-être réinscrire des points. Déjà parce que Magnussen a toujours bien aimé Singapour, il ne faut pas oublier qu'il restait sur les 2 derniers records du Tour, et c'est toujours lui qui a le record du Tour en course du Grand Prix de Singapour. Il partait P9, ce qui était vraiment bien, il avait fait une belle qualification dans des conditions difficiles sous la pluie. Il avait trouvé le moyen de plutôt bien gérer son départ. Il a ce malheureux contact avec Verstappen qui malheureusement lui flingue sa course parce qu'il est obligé de rentrer au stand. Du coup, il repart loin et les effets de course, il peut pas en profiter. Et c'est dommage parce que vraiment Magnussen, pour moi, il aurait pu peut-être faire une P7 ou P8, je pense, sans cet incident de début de course. Mick Schumacher, par contre, n'est pas dans le coup. Il y a eu son seul fait d'arme, c'est d'avoir défendu de façon hargneuse sur Russell. Russell qui s'en est un peu plaint, alors que comme beaucoup de gens disent, voilà, Russell disait il défend comme s'il fait la course de sa vie. Russell oublie un peu que oui, Mick Schumacher fait les courses de sa vie parce que Mick Schumacher veut garder sa place en F1. Il se défend bec et ongle parce qu'il veut montrer que oui, il mérite sa place en F1, Mick Schumacher, tout simplement. Et j'aimerais bien qu'il la garde. Comme Zhou Guanyu en fait, tout simplement. Donc voilà pour ce débrief du Grand Prix de Singapour 2022 qui était un petit peu bref, hein, je suis désolé, je vous ai dit j'ai pas beaucoup de temps à accorder à ce débrief,
Je vais quand même finir comme toujours, comme le veut ma tradition perso, avec la preview du Grand Prix suivant. Le prochain Grand Prix, c'est à Suzuka. Suzuka, c'est un circuit exceptionnel, c'est un des plus beaux circuits du calendrier, un des plus beaux circuits de course automobile. Si vous aimez la Formule 1, vous aimez Suzuka, et on est content de retrouver enfin Suzuka après 3 ans d'absence, comme Singapour, comme Montréal. Vraiment, il y a des circuits qui nous ont beaucoup manqué, qu'on retrouve enfin cette année. C'est 3 très très beaux circuits, très appréciés de tout le microcosme F1, et donc on retrouve Suzuka, et évidemment, qui dit retrouver Suzuka, dit évidemment vous faire une petite preview sur le jeu F1 22, évidemment, en caméra embarquée, comme vous savez, que j'aime beaucoup le faire. Il y a Mété Latifi. Latifi qui va courir pour la première fois à Suzuka d'ailleurs. Hein. Latifi n'a jamais couru à Suzuka. Il y a beaucoup de pilotes qui n'ont jamais couru à Suzuka sur ce plateau. Tsunoda n'y a jamais couru, évidemment, enfin en F1 j'entends. Hein. Tsunoda, les deux des pilotes asiatiques, Tsunoda et Joe n'y ont pas couru. Mick Schumacher n'y a pas couru. Latifi n'y a pas couru non plus. Donc voilà. Et Norris et Russell et Albon n'y ont couru qu'une fois. Donc pour le coup, voilà, ça va faire une petite découverte pour tous ces pilotes. Et ma foi, eh ben, ça fait beaucoup de bien. On va donc switcher sur ceci. Voilà, on va lancer F1 22 et on va aller faire un petit tour du circuit de Suzuka. En espérant que vous avez bien le son du jeu quand il va se lancer. Puis je finirai ce live là-dessus. Ouais, j'ai reçu des bitcoins, trop bien, m'en fous. Je veux juste jouer, je veux juste faire un tour en fait, je m'en branle. Non, c'est pas un Grand Prix, c'est du contre-la-montre. Qu'est-ce que je prends à Suzuka? Car je prends AlphaTauri pour faire honneur et au moteur Honda et à Yuki Tsunoda. Et parce que je n'ai pas roulé sur le circuit de Suzuka depuis très longtemps. Très longtemps. Donc mon premier tour de Suzuka risque d'être un peu pénible. Mais voilà, c'est un circuit quand même mythique et ça fait du bien de le retrouver. Allez, on prend la piste à Suzuka et c'est parti. Dites-moi si vous entendez bien le bruit du moteur, hein, s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, s'ils ont rajouté une deuxième ligne DRS à Suzuka, après le virage de Spoon, et avant sans Panther, je sais plus. Je crois que c'était dans les discussions, mais je sais pas s'ils l'ont fait finalement. Oh les track limits, oh les track limits. Vous avez senti venir, me suis dit, oula, là j'ai fait le con. C'est pareil, le début de Suzuka, regardez-moi ça, il y a du gravier partout, il y a de l'herbe et du gravier. C'est vraiment un vrai beau circuit à l'ancienne Suzuka, quoi. C'est pour ça que Zandvoort me fait penser à un mini Suzuka. C'est vraiment de l'herbe, du gravier, des rails, une piste assez étroite, des enchaînements de virages rapides comme ça. Sauf que bon, Suzuka, c'est un défi au-dessus, quoi. Vraiment. Oula. Ouais, si, en vrai, il est pas si mal ce virage. Toute cette section. Bon après, là le centre inter est beaucoup moins technique avec les F1 actuels qui vraiment collent beaucoup à la piste et qui prennent ce virage sans aucune difficulté, mais ça fait quand même plaisir de retrouver un tracé pareil. Le centre inter, on va l'avaler là dans quelques instants. Le centre inter, c'est ce grand virage à gauche à la fin de cette ligne droite. Donc ici, est-ce qu'il y a une ligne DRS cette saison? Je ne sais pas. Ah, il passe sans aucune difficulté, c'est encore plus simple à prendre que le Redillon. Allez, on va essayer de faire un chrono validé cette fois. Mais bon, ça va, ce premier chrono était quand même très propre. Je crois qu'il faut de toute façon prendre le premier virage à fond et freiner une fois qu'on est dedans, hein, c'est ça, voilà. Il est plus safe. En même temps, je gagne du temps parce qu'en plus, comme j'ai mordu, bah forcément, ça m'a fait perdre du temps ces conneries-là. Qu'est-ce que c'est bien Suzuka, putain. Suzuka, voilà, c'est un des grands intouchables de la F1 pour moi avec Silverstone, Interlagos, Monza et Monaco. Et Spa, évidemment Spa, comment j'ai pu oublier Spa? Ah, j'ai chié, j'ai complètement loupé la corde, dommage. C'est un virage, c'est tellement cool de bien plonger dedans.
que c'est une épingle un peu en dévers, elle rappelle un peu le troisième virage de Zandvoort d'ailleurs. Donc je me démerde pas trop mal quand même hein, pour une reprise à Suzuka. Alors le vivant là, c'était peut-être pas obligé de le prendre comme ça, mais bon. Oh là, ouais. Là j'ai dû lever le pied, sinon c'était track limits encore. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, c'est ça. Allez, encore un petit tour pour le plaisir parce que c'est vraiment un super circuit. Puis j'aimerais bien faire un tour vraiment sans largesse en fait. Ah, bah, la track limite à fond, hein, clairement. J'ai un peu abusé. Et après, je trouve le bon point de corde en fait pour ce virage là. Je crois que c'est juste après le zébreur en fait qu'il faut commencer. Ouais, c'est ça. Allez, c'est mieux là. Bon, de toute façon, ça c'est pas un tour qui comptera des masses, hein. C'est pour rester dans le rythme entre guillemets. Ça se trouve, Tsunoda il sera méga motivé hein, d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que les pilotes japonais ont fait 3 podiums dans l'histoire et qu'il y en a 2 qui ont été acquis à Suzuka. Hein. Et il faut pas oublier que la première fois que Takuma Sato a marqué des points dans une saison où il était vraiment nul à chier, c'est une très belle 5ème place à Suzuka pour le dernier Grand Prix de la saison, alors que vraiment, on avait l'impression que les pilotes ne marqueraient pas un seul point de la saison. Donc les pilotes japonais ont vraiment ça bien aimé se transcender à Suzuka, ça se trouve que Tsunoda va faire une très belle perf pour son premier Grand Prix à la maison. Ça ferait plaisir pour lui en vrai. Hein. Comment je fais pour pas prendre un coup de track limit là-dessus, je ne sais pas. Mais bon, du coup, ça m'a un peu déconcentré sur le reste de mon tour. On va le refaire. Et si on en fait un propre quand même. Hein. Enfin, techniquement, le tour qui a été comptabilisé est pas mauvais, mais... Voilà, on prend un max de vitesse, on va bien à l'extérieur. C'est parti. Il est vraiment bon ce premier virage. Bien meilleur que ce que j'ai fait juste avant. Ah dommage. Ah dommage, c'est vraiment dommage. En plus, j'ai perdu du temps en faisant ça. Il aurait pu ne pas me le décompter, mais bon. C'est vraiment bête. C'est con parce que vraiment ce premier secteur il est tout top. C'est vraiment bête. C'était un très très beau tour avec un très très bon premier et un très bon dernier secteur, mais bon. Un vieux track limit pourri qui me fout dedans. Vraiment dommage. Ah merde. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon écoutez, je vais m'arrêter là, c'est pas grave. C'est déjà bien. Bon, on va rester là. Écoutez,
On va en rester là pour ce live, c'est déjà très bien. Je sais pas quelle heure je ferai le rack la semaine prochaine, parce que de toute façon, la semaine prochaine, je serai chez ma chérie et on regardera le Grand Prix. Effectivement, le matin, donc je ne sais pas quand je le ferai, je ne sais pas. Je sais même pas si ce sera le dimanche soir ou si ce sera le lundi. On verra bien. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce court F1 React, un petit peu plus court que d'habitude, mais comme je vous ai dit, hein, j'avais pas beaucoup de temps à lui accorder. J'espère que ça vous a plu en tout cas d'avoir ce React à chaud de cet excellent Grand Prix de Singapour qui vraiment pour le coup nous a offert beaucoup de suspense. Tiens, bah écoutez, je vais soutenir un petit streamer, je vais vous envoyer chez l'ami Galdios qui est sur The Witcher 3 et je vous demanderai évidemment d'être bienveillant et gentil avec lui. En ce qui me concerne, moi je vous souhaite du coup une bonne soirée, je vous remercie de votre fidélité pour ce deuxième live, et je vous dis à demain du coup, parce que demain soir, écoutez, je ne sais pas encore ce que je vais live demain soir, mais je vais live demain soir, je ne sais pas encore sur quoi, mais on verra bien. Sur ce, passez une bonne soirée, et écoutez, passez également une bonne fin de week-end, et merci que toujours pour votre soutien. Des bisous, ciao!